Bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer ce temps d'échange et de table ronde sur les questions de cybersurveillance, quels enjeux pour demain. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus ici même au sein de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. On avait normalement, c'est aussi diffusé en direct sur la chaîne Vimeo de l'université Paris 8, donc il y aura certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre petit à petit sur la chaîne. Je m'appelle Alice Chizin, je travaille au sein de l'association des CEMEA, donc Centre d'entraînement en méthode d'éducation active, donc qui se situe à Paris. Je suis chargée de mission sur les questions de médias numériques et lutte contre les discriminations. Et les questions d'éducation critique aux médias, à l'accompagnement des jeunes sur les manières d'adopter de meilleurs comportements en ligne, et notamment en termes de sécurité, puisque aujourd'hui on va parler de ces questions-là à travers les questions de cybersurveillance, c'est un enjeu assez important, d'où le fait de cette table ronde qui est portée aujourd'hui par les CEMEA et en partenariat avec l'université. Je suis très heureuse de pouvoir animer ce temps avec 3 experts et expertes de la question. Alors, on excuse Olivier Tesquet qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui a un souci personnel, donc il ne pourra pas être là. Mais on a quand même 3 personnes qui connaissent très très bien la question et qui vont pouvoir apporter beaucoup d'éléments sur les enjeux de la cybersurveillance aujourd'hui, et notamment au vu des JO qui arrivent bientôt, mais aussi des élections européennes au niveau français, mais aussi avec une partie sur les questions internationales de la cybersurveillance. Du coup, à ma droite, j'ai donc Corentin, qui est du coup chercheur en géographie, mais aussi fait partie du collectif Technopolis de Bruxelles. Juste à sa droite, on a Katia Roux, qui est donc chargée de plaidoyer au sein d'Amnesty. Et enfin, on a Julien Rossi, qui lui est chercheur au SMT et notamment chercheur sur les surveillants, je te dise, et donc qui est aussi professeur ici à l'université Paris 8, pas seulement. Du coup, durant ces 3 prochaines heures, on va essayer de faire un peu un état des lieux dans un premier temps de la surveillance et de la cybersurveillance en France, mais aussi en s'appuyant sur certains cas à l'international, mais aussi à Bruxelles avec Corentin. On va aussi essayer de prendre le temps de prendre conscience des conséquences réelles que peut avoir aujourd'hui les questions de cybersurveillance, donc au vu des JO et des élections européenne, mais aussi également de proposer des pistes à la fin de comment faire attention, comment se protéger face à ce type d'outils, mais aussi de voir des exemples peut-être d'autres alternatives en termes d'outils qui existent aujourd'hui face à certaines plateformes qui peuvent être la plupart du temps utilisées par le plus grand public. Et après, on prendra un temps d'une trentaine de minutes ensemble pour échanger, si vous avez des questions, le public, avec les experts et les expertes. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et parler plus précisément des différents enjeux aujourd'hui de la cybersurveillance, j'aimerais savoir, au vu de votre expertise, de vos ouvrages, de vos enquêtes et de vos travaux, en un mot, comment vous définiriez la cybersurveillance ? Katia ? C'est bon ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, en un mot, c'est un beau challenge, pour moi en tout cas. Mais en une phrase peut-être, c'est tout type de surveillance effectuée avec des outils numériques. Tout simplement. Après, c'est vrai qu'Amnesty International, on a l'habitude, quand on parle de cybersurveillance, de plutôt se référer à la surveillance numérique ciblée, c'est-à-dire une surveillance de personnes spécifiques à l'aide, par exemple, de logiciels espions ou par captation des communications de campagnes de hameçonnage. Donc là, on est sur la surveillance ciblée, mais qui va aussi de pair avec une surveillance de masse, qui là ne vise pas un individu ou une organisation en particulier, mais plutôt toute une population, une partie d'une population, et qui là va passer plutôt par des outils type caméra dans les rues, reconnaissance faciale, interception des communications également. Donc voilà. Et peut-être en un mot, si on pense à la surveillance numérique, en tout cas à toute la surveillance qui peut se faire aussi à l'aide d'outils numériques, on pense aussi à la surveillance sur les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux, les entreprises de réseaux sociaux, où là, on a effectivement une surveillance de tout ce que les utilisateurs et les utilisatrices font en ligne. Voilà, c'est un peu plus d'un mot, mais j'arrête là.
bonjour. Du coup, donc, moi, je milite dans la campagne Technopolis qui a été lancée en France par la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'était une association qui était très spécialisée sur les libertés sur Internet, justement, et puis qui s'est rendu compte que toute une partie des critiques qu'il et elle formulait, en fait, s'appliquait aussi à des dispositifs de surveillance qui se déployaient dans l'espace urbain. Et du coup, ils ont lancé la campagne Technopolis justement pour faire résonner la lutte qu'ils menaient en ligne avec une lutte qui pouvait aussi se mener dans la rue. Et moi, de Bruxelles, j'ai fait le chemin inverse parce que j'ai commencé par étudier la vidéosurveillance dans l'espace public. Et puis, par ce biais-là, j'ai commencé à m'intéresser aux différents dispositifs de surveillance. Et du coup, ça pose justement cette question de qu'est-ce que c'est la cybersurveillance. Et je pense que c'est plus possible à l'heure actuelle de la séparer d'une surveillance d'un autre type qui serait une surveillance étatique, policière, parce que dans la situation dans laquelle on est présentement, en fait, je suis occupé à parler dans un micro, on tente difficilement de faire une retransmission en ligne, j'ai pris mes notes sur mon smartphone, je ne sais pas où sont stockées ces données, enfin bon, bref, en fait, le monde physique est complètement imbriqué avec le monde numérique, et donc cette cybersurveillance, elle imprègne nos vies de tous les jours. Alors, s'il fallait utiliser un seul mot un peu polémique, ce serait peut-être le mot ordinateur, mais ça, c'est plus la question provocatrice que pose Félix Tréguet dans son livre L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, où à la fin, il y a une conclusion qui se demande si jamais il ne faut pas se mettre à détruire les ordinateurs. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des marteaux et se mettre à taper sur nos ordinateurs et smartphones, etc. Mais la question est intéressante justement parce qu'il se pose la question de savoir si jamais finalement ce que l'ordinateur permet, c'est-à-dire la cybersurveillance, qui est une forme d'automatisation à la fois de la surveillance, mais aussi de l'action qui est prise lorsqu'il y a un comportement déviant qui est détecté. C'est un peu cette double idée, y compris par exemple quand on pense à la surveillance des personnes qui bénéficient de prestations sociales. Il y a l'idée que certes, il y a l'automatisation de la collecte de données, mais il y a surtout l'automatisation de la sanction derrière. Et ce qui ramène aussi du coup aux origines du mot cyberespace, cybernétique, avec ces idées de boucle de rétroaction. En fait, on capte des données, on les traite, du coup on va agir sur l'objet, le sujet qui a été observé et qui a généré les données. Donc, voilà. Mais donc finalement, effectivement, je pense qu'il y a la question, elle est de Félix Tréguet sur faut-il s'en prendre aux ordinateurs, elle est intéressante, non pas parce qu'elle suppose une réponse aussi simple que oui, bien sûr, il faut prendre un marteau et taper sur l'ordinateur, mais pour voir voilà, dans quelle mesure est-ce que cet objet voilà, participe à la mise en place de dispositifs de cybersurveillance, et savoir dans quelle mesure est-ce qu'il peut en être autrement avec ce type d'objet. Mais voilà. Tu commençais déjà un peu à en parler, Julien. Le concept de cybersurveillance est quelque chose d'assez récent, en tout cas dans le vocabulaire, puisqu'il s'ancre dans le vocabulaire seulement dans les années 70, mais on commençait déjà à en parler dans les années en 1948 avec l'apparition justement de la cybernétique. Contrairement à la surveillance qui est, elle, un phénomène plutôt ancien et qui date déjà depuis plusieurs siècles avant la création de la vidéosurveillance algorithmique, notamment à l'aide d'outils de référencement comme en 1781 avec le livret d'ouvriers, par exemple, ou le système de bertillonnage de 1879 qui permettait d'avoir, grâce à la méthode d'anthropométrique qui permet d'évaluer la corpulence, les proportions des criminels et ainsi permettre de mieux les identifier par la suite. Avant de débuter vraiment, de continuer sur les questions de cybersurveillance et les enjeux, est-ce que ça serait peut-être important de revenir un peu sur à quel moment apparaît la surveillance, puis la cybersurveillance du coup en France, avec toi Julien? Alors quand au moment de préparer la table ronde, j'ai dû prendre un peu de temps pour réfléchir à ce dont j'allais parler, aussi parce que c'est une histoire assez longue finalement. Comment est-ce que la surveillance apparaît
Je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez ancien. Je me référerai à nouveau au livre de Félix Tréguet sur la contre-histoire d'Internet, où, prenant là aussi un peu de cours ses lecteurs, il commence à nous parler de l'époque romaine et du rôle d'un magistrat qui était le censeur, qui était à la fois en charge du recensement de la population, mais qui disait recensement, disait aussi on va voir combien il y a de personnes dans chaque foyer. Et du coup, on va surveiller. À la fois, on recense et on surveille. Et du coup, c'était intéressant parce que ça rappelait la proximité qu'il y avait historiquement entre la censure en fait et la surveillance, y compris sur le plan étymologique. Mais en dehors du fait que mes connaissances en histoire antique sont quand même relativement limitées, je me suis dit que j'allais me limiter à des choses un peu plus récentes, en particulier sur l'apparition de la surveillance en parallèle de la construction de l'État moderne. Et là, c'est plutôt, je ferai plutôt référence par exemple aux travaux de Foucault sur l'apparition de la discipline moderne, etc. Mais à l'époque où on arrive vers la fin, par exemple, du servage, vers la fin du Moyen-Âge, on a des certain nombre de populations qui commencent à pouvoir se déplacer. Quand on a le phénomène des enclosures au Royaume-Uni, où des terres qui étaient cultivées en commun par des paysans pauvres sont privatisées, ça jette en fait aussi ces gens dans une forme d'errance au sens géographique. Et donc on se retrouve avec des personnes qui peuvent arriver dans des villes ou dans des villages d'où on ne les connaissait pas, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si on peut leur faire confiance, si on ne peut pas leur faire confiance. D'où le développement de toutes les techniques de passeport, d'identification et de demande de documents pour autoriser à passer un port, c'est-à-dire à littéralement passer dans le port. Et donc, tout ça va se développer de plus en plus avec la modernité étatique et puis le développement aussi de toutes sortes de libertés de circulation. Et aussi beaucoup au moment où on a 19e, 20e siècle, le développement de l'État-providence, c'est-à-dire le moment où, pareil, c'est surtout pas contre l'État-providence, mais le fait qu'on ait des organismes publics qui se mettent à traiter, par exemple, des données sur les remboursements de médicaments, eh bien, on commence à traiter des données sur la santé des gens, ce qui avant n'était pas forcément quelque chose que l'État faisait, puisqu'il n'y avait pas forcément de politique de santé publique. Tout ça a nécessité toute une infrastructure physique, donc de casiers, de fiches, de beaucoup de personnel pour traiter, par exemple, tous les remboursements de la sécurité sociale format papier. Et donc forcément, très tôt, c'est des administrations qui sont intéressées à l'informatisation. Et donc là, dès les années 50, 60, 70, se met en place l'informatisation d'un certain nombre de fichiers, ce qui, du point de vue de la surveillance, signifie que c'est beaucoup plus facile de conserver une donnée facile à trouver pendant longtemps, parce que quand on perd un dossier dans un système de fichiers classique, c'est pas toujours très facile à retrouver. Si ça crame, c'est compliqué. Faire une copie, une sauvegarde d'un fichier physique qui prend un bâtiment entier, c'est quand même compliqué. Alors qu'avec des bandes magnétiques, même avec des cartes perforées, pour utiliser les technologies de l'époque, c'est beaucoup plus simple. Donc, en France, au début des années 70, un projet est mis en place avec le soutien de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, qui est le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, qui est le projet Safari, qui là va provoquer une petite réaction, notamment dans la presse, et dans certains milieux, on va dire, politisés, et dans certaines sphères administratives en France. A priori, il n'y a pas eu de grande mobilisation en France contre ce système-là, mais au sein de l'État, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont réagi. Et c'est ce qui a amené à l'adoption de la loi informatique et liberté et à la création de la CNIL. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à voir apparaître cette idée qu'on pourrait utiliser ces techniques, certes pour gagner du temps, pour gagner en efficacité pour la gestion d'un État qui traite de plus en plus de données, avec l'État-providence, avec tout un tas de choses, mais pourquoi pas aussi pour recouper des données, détecter la fraude, et puis petit à petit détecter les criminels, savoir quand est-ce qu'il y aura un crime avant que le crime soit commis, et ainsi de suite. Et justement, la différence entre la surveillance et la cybersurveillance, du coup la cybersurveillance, tu expliquais, c'est cyberespace, donc on va utiliser certains outils, technologies, des nouvelles technologies numériques. Est-ce que je pose la question à vous trois, mais justement, comment vous définiriez la différence entre surveillance et cybersurveillance, et quels outils aujourd'hui, parce qu'il y en a des centaines qui peuvent être utilisés pour pouvoir surveiller les individus, quels outils aujourd'hui sont principalement utilisés dans la cybersurveillance ?
Alors, moi, j'ai commencé à le mentionner en fait dans ma définition de la cybersurveillance justement. Donc les outils ils sont assez variés. Effectivement, la surveillance ciblée, et on l'a vu se développer de plus en plus ces dernières années, parce qu'il y a eu quand même un basculement à la surveillance. On a vu l'évolution en France, mais la surveillance classique, elle est vieille comme le monde, en réalité. Ensuite, le progrès technologique a fait que les outils informatiques ont permis justement d'amplifier cette surveillance-là. Donc, quand on pense à la surveillance ciblée, on pense assez rapidement à tout ce qui va être logiciel espion. On pense par exemple, alors nous on a enquêté sur le logiciel Pegasus par exemple, il y en a beaucoup d'autres, Predator ou autres. On pourrait y revenir plus largement après sur comment fonctionnent ces logiciels, comment ils nous surveillent, ou ils surveillent certaines personnes, à quelles données ils ont accès, comment on peut ou pas, plutôt pas, limiter leur degré d'intrusion. Donc il y a toutes ces techniques-là qui viennent pas de nulle part, qui viennent du fait que ces dernières années, les personnes aussi ont eu de plus en plus recours à des messageries cryptées pour préserver leurs données personnelles. Donc les grandes plateformes comme les GAFAM ne pouvaient plus directement fournir les données personnelles aux États si les États les demandaient. Et donc les personnes ont utilisé d'autres moyens, comme les messageries cryptées encore une fois, pour préserver leurs données. Et c'est là qu'on a vu effectivement se déployer beaucoup ces logiciels espions qui permettent d'accéder à ces données. Après, sur la surveillance de masse telle qu'on peut la voir effectivement dans la rue, on a vu aussi l'essor des caméras de vidéosurveillance qui peuvent être couplées maintenant à tout un tas de logiciels permettant donc la vidéosurveillance algorithmique. On y reviendra certainement aussi, mais le fait d'automatiser le traitement d'images de vidéosurveillance ou couplé à des logiciels de reconnaissance faciale, donc qui vont établir un gabarit à partir d'un visage et puis le croiser avec des bases de données qui contiennent des milliers, voire des millions de visages, par exemple. Donc il y a toutes ces technologies-là. Les drones qui permettent encore plus de balayer un périmètre avec un degré d'intrusion encore plus grand. Et une impossibilité de prévenir aussi la population de ce type de surveillance. Donc on voit ces technologies se développer au fil des années. Et puis, puisque je mentionnais, et qu'il a aussi été mentionné un peu la surveillance du quotidien, celle qui a pénétré nos vies à travers le smartphone, mais les réseaux sociaux, le fait qu'on soit connecté, hyper connecté, que tout soit interfacé. Cette surveillance-là, que ce soit dans les services publics ou sur les grandes plateformes du numérique, elle est possible aussi à travers l'utilisation de systèmes algorithmiques qui vont pister nos moindres faits et gestes en ligne pour déduire des intentions, pour déduire des états d'esprit, pour déduire des centres d'intérêt et ensuite pouvoir, par exemple, nous proposer un certain type de contenu et donc influencer même jusqu'à nos opinions et notre pensée. Donc on a beaucoup d'outils à disposition aujourd'hui. Quand je dis on, c'est beaucoup les États, les entreprises et puis tout un tas d'acteurs qui tirent un profit aussi très grand de cette utilisation-là pour précisément développer cette surveillance spécifique qu'est la cybersurveillance. Oui, peut-être juste un dernier point pour compléter. J'ai l'impression que la différence qui s'effectue, c'est qu'à partir du moment où de plus larges pans de la vie sont numérisés, la surveillance devient le mode par défaut de fonctionnement. Donc si jusque-là, comme on l'a développé, pour surveiller, il y avait besoin de mettre en place des moyens techniques et humains importants pour toutes les opérations successives de collecte, stockage, analyse, action en retour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que par défaut, on collecte tout. Et puis on se pose la question de tiens, à quoi ça va servir? On commence à calculer des corrélations entre différentes tendances, tout ça. On teste, est-ce qu'on peut influencer les gens? On essaie effectivement de leur vendre des choses, mais que, à part si vraiment on met en place des moyens importants pour ne pas laisser de traces, pour ne pas envoyer nos données, pour ne pas communiquer par Internet, etc., juste on laisse des traces en permanence et ces traces sont collectées et exploitées, quoi. Et je crois que c'est vraiment là l'évolution d'abord quantitative qui mène à un saut qualitatif à partir du moment où par défaut on se dit mes faits et gestes sont sous la surveillance de l'État ou d'entreprises privées ou d'une alliance entre les deux. Julien, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être quelque chose.
J'ai pas énormément de choses à rajouter. Je pense que la question effectivement de la certaine baisse des coûts de certaines formes de surveillance, c'est quelque chose d'assez important. Peut-être aussi le fait que, notamment avec le développement des objets connectés, dont les téléphones portables connectés, il y a moins d'espace. En tout cas, des espaces vraiment privés et intimes s'ouvrent plus facilement à la surveillance ou en tout cas au regard extérieur. Après, quand même, mais ça, je ne sais pas si c'est lié à des évolutions techniques en tant que telles, mais peut-être plutôt à des évolutions de société. On a certaines formes de surveillance, du coup, aujourd'hui, qui deviennent plus fortes et voilà, présentes très fortement. En même temps, on a aussi eu des sociétés, et c'est peut-être ce qui a contribué à que ces nouvelles formes de surveillance étaient moins contestées dès le départ. On a d'autres formes de surveillance qui se sont un peu relâchées, liées à des sociétés plus traditionnelles. L'exemple typique, c'est la surveillance de l'Église, par exemple. Savoir qui se comporte de telle manière, avec la sanction typique de, par exemple, l'interdiction de l'inhumation dans un cimetière chrétien, qui était une sanction sociale et émotionnelle et symbolique extrêmement lourde, et dans laquelle il y avait la surveillance d'une institution qui, pour le coup, en tout cas en France, a franchement perdu en capacité de surveillance et de discipline de la société. Mais on a un peu on observe à la fois un développement hypertrophié de cette surveillance, cette cybersurveillance. En même temps, on a eu des reculs aussi sur d'autres formes. Mais ce n'est pas quelque chose de strictement technique. On vient de voir, les enjeux de la cybersurveillance sont assez multiples, et notamment sur l'utilisation des outils qui sont eux-mêmes multiples. Plus les entreprises ont accès à des données, plus les États ont accès aussi à ces données-là, qui peuvent du coup les utiliser soit vers un but économique, soit vers un but politique, mais aussi de contrôle des populations. On a remarqué, tu l'évoquais déjà, Katia, que les nouvelles technologies permettent la surveillance de masse et la surveillance ciblée aujourd'hui, et que tout le monde en fait peut être touché par justement cette surveillance parce que via l'utilisation des smartphones, moi-même avec ma montre connectée, voilà, ou nos ordinateurs, ou même nos enceintes Bluetooth chez nous, les caméras de surveillance qu'on met chez nous pour protéger. Enfin voilà, c'est plein d'outils qui permettent aussi d'avoir accès à certaines données de notre vie et de notre vie privée. Katia, on appuie des enquêtes menées par Amnesty. Est-ce que tu peux nous expliquer quels peuvent être les risques liés à une généralisation d'une surveillance de masse aujourd'hui, et notamment quand tu as pu l'expliquer très rapidement tout à l'heure en parlant de Pegasus, qui est un exemple de la surveillance de masse, mais aussi très récemment Predator, que peut-être tu peux aussi expliquer un peu, du coup, c'est quoi ces situations-là et les dangers, les risques liés à cette généralisation. Alors effectivement, alors Pegasus et Predator, pour nous, c'est plutôt de la surveillance ciblée, dans le sens où ça va venir, sont des logiciels espions qui vont être installés sur les téléphones de personnes cibles, de personnes qui vont intéresser les autorités ou les gouvernements qui se sont dotés de ces logiciels espions, précisément pour surveiller ce qu'ils et elles font. La plupart du temps, c'est en raison de ce que ces personnes font ou qui elles sont. C'est-à-dire que ce sont souvent des défenseurs des droits humains ou des journalistes ou des avocats ou des opposants ou militants politiques. En tout cas, des personnes qui présentent un intérêt pour le gouvernement qui cherche à les espionner. Donc, je vais revenir peut-être rapidement sur effectivement l'affaire Pegasus et après répondre à ta question sur l'impact aussi sur les droits humains. Donc, sur ce type de surveillance ciblée, donc l'affaire Pegasus qui date de 2021, mais encore une fois, il y avait déjà avant ça des scandales qui avaient été révélés. Concrètement, pour donner un tout petit peu de contexte, c'est une enquête qui a été menée par le collectif Forbidden Stories. Donc, c'est un collectif de journalistes, de 80 journalistes, de 15 médias dans 10 pays, avec l'appui technique d'Amnesty International, et qui a montré que, alors à l'époque, c'était probablement 11 États potentiellement clients de l'entreprise NSO, qui est une entreprise israélienne de cybersécurité, qui a conçu et a mis
à disposition, en tout cas vendu à un certain nombre d'États son logiciel Pegasus, eh bien, ce logiciel avait été utilisé abusivement, non pas pour, comme il est officiellement dit, cibler des criminels ou des terroristes, mais bien pour surveiller des membres de la société civile. Et quand je dis surveiller, c'est-à-dire que Pegasus est un logiciel qui s'infiltre dans un téléphone portable sans qu'il n'y ait aucune action nécessaire de la part de la personne cible. C'est-à-dire que vous avez peut-être en tête un piratage du fait d'avoir cliqué sur un lien malveillant, on a reçu un texto avec un lien, on ouvre et puis effectivement ça nous redirige vers un site malveillant. Et avec Pegasus, c'est une technologie qui permet l'infection zéro clic. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le logiciel va exploiter une vulnérabilité dans le code d'application type WhatsApp ou Messenger et donc va infiltrer totalement le téléphone. Et infiltrer totalement le téléphone, ça veut dire avoir accès à tout. Avoir accès à tout ce qu'il y a sur votre téléphone, c'est-à-dire effectivement conversation, messages, historique de navigation, appels. Ça peut aussi activer le micro ou la caméra. Donc ça fonctionne à la fois comme quelque chose qui vient aspirer les données, surveiller, mais aussi quelque chose, un mouchard, tout simplement, un espion qui peut s'activer sans que vous en ayez connaissance. C'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit bip, une lumière ou quoi que ce soit. Le logiciel est installé. Donc c'est quand même un degré d'intrusion qui est extrêmement grand. Et évidemment, on se doute bien que quand on cible un défenseur des droits humains ou un journaliste qui, par exemple, bénéficie de la protection des sources ou un défenseur des droits humains qui est en lien avec des communautés qui sont mobilisées et qui sont persécutées dans un certain nombre d'États, l'impact pour ces personnes-là est extrêmement dangereux. Souvent, les personnes qui ont été infectées, d'ailleurs, par Pegasus nous disent en premier lieu: j'ai pensé à ma famille, à mes enfants, à ma vie privée. Et puis très rapidement, ils nous disent, mais en fait, mes sources, les personnes avec qui je suis en contact, les organisations qui sont dans des pays et qui subissent déjà une répression, qu'est-ce qu'elles vont devenir et quels risques elles courent. Donc effectivement, avec un logiciel comme Pegasus, les droits ou le droit à la vie privée, il est complètement anéanti. On en est vraiment là, il n'y a plus de droit à la vie privée. Et puis, ça a aussi un impact, évidemment, sur les libertés fondamentales comme la liberté d'expression ou la liberté de réunion pacifique, parce qu'il y a un effet extrêmement dissuasif. Quand on se pense surveillé, quand on craint d'être surveillé, on ne va pas agir de la même manière. On ne va pas forcément s'exprimer, on va peut-être s'auto-censurer et donc ne pas exercer ses droits fondamentaux parce qu'on a tout simplement peur, pas parce qu'on a quelque chose à cacher, mais parce que c'est assez naturel et humain de ne pas agir ou réagir de la même manière quand on se sait ou quand on se pense observé. Et puis il y a aussi un impact sur le principe même de non-discrimination, qui est un principe fondamental pour les droits humains, qui conditionnent beaucoup d'autres droits, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui vont cibler certaines personnes ou certains groupes de personnes pour ce qu'elles sont ou qui elles sont. Et donc là, et ça rejoint là pour le coup les impacts aussi en matière de surveillance de masse, ce sont à peu près les mêmes droits qui sont impactés. On parle d'une vie privée qui n'existe plus, et dans la vie privée, il faut quand même entendre non seulement le fait d'être protégé contre des émissions arbitraires dans sa vie privée, mais aussi le fait de pouvoir choisir ou non de partager ses données personnelles, le fait de pouvoir bénéficier d'un espace personnel pour exprimer son identité. Tout ça, ça appartient et ce sont des composantes du droit à la vie privée. Et donc, ça conditionne beaucoup d'autres droits. Et pareil, les libertés fondamentales et les principes de non-discrimination et de droit à l'égalité sont très fortement impactés par ces types de surveillance. Donc oui, on a mené cette enquête Pegasus. Il y a eu effectivement un peu après, en fin d'année dernière, un autre scandale qui a été révélé, ce sont les Predator Files, où là, on n'est plus sur... c'était une entreprise israélienne avec un logiciel spécifique. Là, on est sur une alliance d'entreprises européennes avec normalement un cadre européen qui devrait réglementer l'usage et l'exportation de ces technologies-là et qui a montré ces très grandes défaillances. Donc, on a maintenant beaucoup de recul et on commence à avoir des preuves, effectivement, de l'utilisation abusive de ces technologies-là qui vont venir affecter des personnes qui sont des personnes qui nous informent, qui sont des personnes qui se mobilisent pour nos droits, qui sont des vigies de l'état de droit, et en ce sens, on est tous et toutes concernés.
Et on reviendra d'ailleurs un peu plus tard justement sur l'impact et les discriminations qu'il y a autour de l'utilisation de ces outils-là. Juste pour quelques chiffres, 50 000 numéros de téléphone potentiellement ont été ciblés dans l'affaire Pegasus, 180 journalistes ciblés et 14 chefs d'État, ce qui est quand même assez énorme. Et là, on a seulement les 180 et 14 chefs d'État, mais les 50 000 numéros, ça peut être aussi des personnes qui sont dans la salle ou d'autres personnes en dehors des défenseurs des droits ou en tout cas des personnes d'association. Alors oui, alors sur les chiffres, là, ce sont les chiffres qui ont été publiés au moment des révélations Pegasus, donc en juillet 2021. Effectivement, il y avait donc 50 000 numéros de téléphone de cibles potentielles. C'est-à-dire que, en gros, quand un État se dote de Pegasus, il va rentrer des numéros de téléphone dans son système et puis il va activer pour tel ou tel numéro le logiciel, selon les intérêts qu'il a. Et on s'est aperçu effectivement que dans cette liste, ce n'étaient pas donc les criminels qui étaient, contre qui était censé être utilisé cet outil, mais beaucoup de journalistes, donc oui, plus de 180 journalistes, des défenseurs des droits humains. Alors les 14 chefs d'État que tu cites, ce sont en réalité 14 ministres du gouvernement de 2019, le gouvernement Macron de 2019, mais ce sont des centaines et des centaines de chefs d'État et de dirigeants qui étaient en fait sur cette liste-là. Donc oui, l'idée c'est que ça peut toucher tout le monde jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ça montre bien que personne n'est protégé. Après, ce genre d'outil est souvent est plutôt déployé pour cibler effectivement une personne qui présente un intérêt pour un gouvernement. Et souvent, on va retrouver comme ça des opposants ou des militants politiques parce que c'est pratique quand même pour un gouvernement de pouvoir surveiller, savoir ce que, par exemple, son opposition est en train de faire et comment elle s'organise, etc. Je te remercie. Là, effectivement, on a vu avoir des exemples à échelle plutôt mondiale. Si on part un peu plus à plus petite échelle avec toi, Corentin, pour justement les questions de Smart City. Aujourd'hui, la ville numérique ou la Smart City fait l'objet de nombreux débats au sein de l'espace public, alors que certains y voient certaines opportunités pour les villes, justement, de gagner de l'argent, de prévenir les délinquances. D'autres y voient de nombreux risques, surtout par rapport à nos libertés individuelles et libertés privées et vie privée, et liberté notamment d'expression, comme tu pouvais le dire, Katia. Corentin, aujourd'hui, quels sont les enjeux de la Smart City? Et est-ce qu'une ville connectée est-elle une ville plus sûre ou justement peut engendrer de la discrimination? Donc là, je vais devoir faire des efforts pour être bref, c'est mon sujet de thèse. Donc voilà, je vais tenter de me débrouiller assez rapidement. Donc voilà, la Smart City, qu'est-ce que c'est? En fait, déjà rien que cette question, c'est plus ou moins impossible d'y répondre. Parce que c'est pas un concept en fait. La Smart City, c'est pas des gens qui étaient à l'université et qui se sont dit tiens, il se passe un truc, on va essayer d'identifier une dynamique et mettre un nom dessus. C'est pas ça qui s'est passé. L'idée de Smart City, elle vient du secteur privé. En fait, c'est des grosses boîtes comme IBM, Cisco, donc des géants de l'informatique, qui voyaient leur chiffre d'affaires se réduire dans le courant des années 2000 et qui ont voulu construire un nouveau modèle économique. Et ce nouveau modèle économique, c'était quoi? C'était d'aller vers les pouvoirs publics, en particulier vers les municipalités, pour leur proposer leurs services, pour leur dire, regardez, nous, on a des capacités de calcul, de stockage, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, qui sont extrêmement fortes, et vous gérez vos systèmes n'importe comment, achetez-nous nos solutions, et tout ce qui est réseau d'électricité, réseau d'eau, réseau de gaz, réseau de trafic routier, tout ça, eh ben, on va mettre des capteurs partout, on va gérer mieux tous les flux, et grâce à nous, vous verrez, demain, votre ville, elle va fonctionner parfaitement et surtout, vous allez faire des économies parce qu'il y aura moins de fuites, il y aura moins d'inefficience, etc. Donc ça, c'était vraiment le message au début, dans la première phase des Smart Cities. Et peut-être vous avez vu cette image du centre de contrôle de Rio de Janeiro. Et c'est vraiment 4 opérateurs et des immenses écrans. Et vraiment, ils contrôlent toute la ville depuis leur tour d'ivoire, comme ça. Et donc très vite, cette vision de la Smart City, elle a suscité des critiques, de dire non, ça c'est vraiment une vision très technocratique, vue d'en haut, etc. C'est pas possible, on peut pas juste donner tout le pouvoir à une immense société privée, il va falloir faire différemment. Et donc très vite, les discours autour des Smart Cities se sont fait plus, on va mettre le citoyen au cœur des projets, tout ça, ça va devenir participatif. Et en parallèle, ce qui s'est produit, c'est que
d'autres sociétés se sont dit, bon, ça a l'air compliqué de passer des marchés avec le public, de vraiment aller négocier avec eux pour qu'ils nous fournissent, qu'ils nous confient la gestion de leur système. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus brutal. On pourrait simplement mettre une plateforme en ligne qui respecte aucune législation et que les gens se précipitent dessus parce que les coûts sont très faibles. Et puis, une fois qu'on aura chopé le marché, les pouvoirs publics seront bien obligés de nous faire une place. Et c'est donc la technique qui a été utilisée par Uber, par exemple, ou par toutes sortes de plateformes en ligne qu'on utilise, et dont on sait très bien, en fait, qu'elles sont pas légales, qu'elles ne respectent pas le droit, mais c'est la politique vraiment du fait accompli. On met en place les choses, et puis une fois qu'on a gagné le marché, c'est très difficile de se retirer, quoi. Et puis il y a une dernière phase, encore plus extrême, qui consiste à simplement être propriétaire de tout un quartier, de toute une ville. Donc c'est ce qu'a tenté de faire Google à Toronto. Et à ce moment-là, c'est vraiment la ville de Toronto qui avait fourni en gestion à Google tout un quartier. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez large. Et donc c'était Google qui allait faire tous les plans de la ville, tout l'aménagement urbain, mettre des capteurs partout, et finalement aller gérer la ville vraiment comme on gère une plateforme. Sauf que en fait, ça n'a pas marché. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Je pense pour plusieurs facteurs. D'une part, il y a des facteurs, il y a eu le Covid, et enfin bref, ça a quand même un peu compliqué la marche économique actuelle. Et par ailleurs, je crois que en fait, Google s'est rendu compte que c'était plus facile de gérer une page HTML, que comme on l'a dit, on peut collecter plein de données et en temps réel aller la modifier, que de gérer un espace urbain, parce que en fait, une ville, c'est complexe. Une ville, c'est plein de gens, c'est plein d'activités différentes, c'est plein de groupes différents en conflit. Et donc, toutes les tentatives qu'il y a eu dans l'histoire de faire des villes à partir de rien, de faire des utopies concrètes, ont foiré, parce qu'en fait, finalement, les gens sont pas aussi contrôlables qu'on pourrait le penser, quoi. Donc ça, c'est un peu schématiquement les trois grandes phases de la Smart City. D'abord, on essaye de convaincre le public de fournir des marchés. Ensuite, on essaye de se passer du public et lui imposer une situation. Et puis, avoir la propriété privée sur l'espace urbain. Et du coup, à chaque fois, avec l'idée qu'on va aller glisser une couche de technologie à tous les niveaux pour capter les données, voir ce qui se passe et essayer de mieux gérer tout ça. Mais chaque fois aussi avec l'idée qu'il y a une société privée qui se situe au cœur de ce qui se passe, qui se situe à l'interface et qui donc a le pouvoir de déterminer, en fait, tu parles de liberté, tu me posais la question sur la liberté d'expression, mais on voit très bien aujourd'hui ce qui se passe avec Twitter, X, clairement, c'est ceux qui contrôlent la plateforme qui ont le pouvoir de décider qui a le droit de s'exprimer, qui va se faire ban, voire shadow ban. Donc, il n'y a même pas la possibilité d'avoir un recours parce qu'on ne sait même pas ce qui nous arrive. Et donc, pour moi, la question de la vie privée, bien sûr, c'est un enjeu. Mais d'abord, il y a une question de pouvoir, en fait, de à quel point est-ce qu'il y a encore un semblant de démocratie et que ce sont les gens qui peuvent décider dans quel environnement ils vivent, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact dessus, est-ce qu'ils peuvent prendre les décisions sur comment est-ce qu'on organise les choses, ou est-ce que juste on est sous l'emprise d'une société privée qui a le contrôle total, en fait. Voilà. Tu te parlais aussi, enfin, il y a un coût, il y a certes des économies pour les villes, mais ça a aussi un coût. La mise en place d'outils technologiques tels que la vidéosurveillance a un certain coût. La Quadrature du Net évoque qu'une caméra de surveillance coûte aux municipalités entre 25 000 et 40 000 euros l'unité. Et aussi, par rapport aux aménagements des espaces, comme tu l'évoquais, aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a de plus en plus de caméras qui sont mises en place, et notamment, là, je vais surtout parler par rapport au JO 2024 avec justement l'expérimentation de la VSA, donc vidéosurveillance algorithmique qui du coup a été mise en place. Je vais prendre l'exemple de Gare du Nord où justement ça fait partie des gares où en priorité cette expérimentation a été mise en place, notamment juste à titre d'exemple, en 2005 on comptait seulement 247 caméras de surveillance à Gare du Nord, et aujourd'hui pour les JO on est à 500 caméras en 2023 seulement dans cette gare précisément. Donc c'est aussi justement par rapport aux enjeux, il y a aussi un enjeu qui est une sorte de généralisation, voire limite de normalisation aujourd'hui au sein de nos sociétés modernes, de mise en place de ce type d'outils
dans les villes pour justement, dans une situation sécuritaire, parce que pendant un certain temps, justement, on a commencé à voir de plus en plus d'outils se mettre en place suite à des grands événements tragiques, notamment en 2001 avec les attentats, ou en France en 2015, ou à Londres avec les attentats du métro, qui ont du coup petit à petit permis de mettre en place des lois, permis de mettre en place certains outils pour justement sécuriser les espaces dans les villes. Est-ce que justement avec toutes ces idées-là, est-ce qu'on ne se dirigerait pas aujourd'hui vers une normalisation de l'utilisation de ces technologies dans nos espaces? Katia, peut-être, et après Corentin et Julien. Oui, je pense que c'est un peu la direction qui est prise, mais à plein d'égards. C'est-à-dire que tu cites les JO et d'autres événements exceptionnels. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. D'abord, il y a ce côté exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a vu qu'effectivement, des situations exceptionnelles permettaient l'adoption de mesures exceptionnelles qui, une fois la situation d'exception terminée, restent. Et ça, c'est arrivé très souvent. Hein. On a vu, par exemple, la reconnaissance faciale être expérimentée en 2018 en Russie à l'occasion de la Coupe du monde de football, être utilisée 3 ans après pour identifier et arrêter des militants ou des journalistes qui ont manifesté contre le pouvoir. On a vu en 2012, pendant les JO, puisqu'on parle des JO à Londres, des technologies de surveillance être expérimentées. Et aujourd'hui, quand on se balade dans Londres, on a de fortes chances d'être surveillé avec une police prédictive très forte pour identifier éventuellement des criminels en puissance. En France, effectivement, la loi JO a créé un cadre légal pour la vidéosurveillance algorithmique pendant les JO, mais on voit bien que ça va bien au-delà. Hein. On est sur tous les événements festifs, culturels, sportifs, qui représentent un risque en matière de sécurité, une expérimentation qui court jusqu'à mars 2025, où sera étudiée la possibilité de renouveler et de pérenniser le système. Donc on voit bien que voilà, l'histoire montre que des événements exceptionnels, et pas forcément tragiques, des événements aussi qui certes posent des questions en matière de sécurité, donne l'occasion au pouvoir public de renforcer leur arsenal de surveillance. Et en France, c'est très net. On voit cette direction qui est prise en gros depuis 2015, d'une volonté des autorités de pouvoir renforcer leur pouvoir de surveillance. Et évidemment, ce genre d'événement exceptionnel renforce aussi ce qu'on peut appeler l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que ce sont des mesures qui peut-être dans d'autres contextes ne seraient pas passées si facilement, mais dans des contextes où évidemment on ne veut pas qu'un incident arrive et on veut garantir la sécurité, ça passe beaucoup mieux. Et puis en plus, après, ça reste. Et puis ensuite, il y a cette espèce de surenchère technologique, c'est-à-dire qu'au début, il y avait quelques caméras. Et puis comme il y a d'autres questions sécuritaires qui se posent, ben, on en rajoute. Et puis finalement, on va utiliser les drones. Et puis on va coupler avec des systèmes algorithmiques. Et puis ensuite, potentiellement, on intégrera la reconnaissance faciale. On voit qu'il y a une espèce de surenchère du déploiement de ces technologies, alors même que leur efficacité n'a jamais été prouvée, que l'efficacité même du système de vidéosurveillance classique, c'est-à-dire sans la couche algorithmique, n'a jamais été prouvée. Il n'y a pas eu d'évaluation. En ce sens, elles sont demandées depuis très longtemps. Et donc, on a d'un côté une sorte de recours systématique à ces outils, sans même que leur efficacité et donc leur nécessité n'aient été prouvées, et de l'autre, des risques qui, eux, sont avérés et des questions qu'on se pose depuis longtemps et dont on ignore complètement la portée. Donc oui, on se dirige tranquillement vers une sorte de normalisation de l'utilisation de ces outils, avec ce qu'on a souvent nommé l'effet cliquet, c'est-à-dire ce phénomène par lequel on ne revient jamais en arrière à chaque fois qu'on passe une marche. Et l'histoire a montré qu'effectivement, c'était un petit peu le sens de l'histoire à chaque fois, en tout cas de cette histoire-là. Donc, on ne se pose jamais la question du besoin, de l'impact, de la nécessité. On n'a jamais eu la démonstration qu'il y avait des moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre un objectif légitime.
Et ça, c'est extrêmement problématique au regard évidemment de l'impact sur les droits, mais au regard aussi du modèle de société souhaité et vers lequel on va. Et souvent, une fois qu'on réalise, eh ben c'est bien trop tard parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Les technologies ont été développées, ont été déployées, vont être utilisées. Elles sont disponibles pour n'importe quel régime qui arriverait après et qui voudrait s'en servir abusivement. Donc ça pose vraiment les conditions de possibilité d'abus en termes d'utilisation de ces technologies-là. Donc ce sont des questions effectivement fondamentales qu'il faut se poser aujourd'hui. Et malheureusement, on a peu d'espace aujourd'hui public et démocratique pour le faire. Peut-être, Corentin, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question? Ouais, donc, comme je vous disais, moi j'ai commencé par étudier la vidéosurveillance, et à ce niveau-là, l'évolution des discours et la normalisation, elle est extrêmement percutante, parce que dans un premier temps, il y avait une forte opposition. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir en France de comment ça a commencé, mais c'était vraiment chez les Balkany à Levallois-Perret. Enfin, je veux dire, l'image qu'on avait de la vidéosurveillance à l'époque, c'était vraiment un truc très ancré à droite, et puis c'est Sarkozy qui généralise l'usage, qui vote des budgets quand il est au ministère de l'Intérieur pour financer ça dans les municipalités. Donc, et aussi à l'époque, les justifications, c'est pour lutter contre les crimes graves, c'est lutter pour lutter contre le terrorisme. Et puis le glissement se fait progressivement, on commence à dire que ça peut aussi être contre le deal de drogue, ça peut aussi être contre les agressions, ça peut aussi être contre les incivilités. Alors il faudrait déjà savoir ce que ça veut dire. Mais là, je ne sais pas comment c'est ici, mais en tout cas à Bruxelles, on en est au stade où c'est devenu tout à fait convenu d'installer des caméras contre les dépôts d'immondices. Et donc, je ne dis pas que ce n'est pas un vrai problème si la rue elle est dégueulasse, mais il y a quand même un moment où on est passé de on veut lutter contre le terrorisme à on veut lutter contre les déchets par terre, et on peut utiliser toujours le même outil. Et comme le disait Katia, à aucun moment on évalue la pertinence du projet ou est-ce qu'il y a des moyens différents pour le faire. Et donc clairement, oui, on assiste à une normalisation et qui, à un moment, doit pouvoir être questionnée, parce que sinon, effectivement, on se pose la question de où ça s'arrête. Julien, tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ça? Surtout au vu de l'histoire un peu de la surveillance et où on va vers l'histoire vers laquelle on se dirige. Est-ce qu'il y a une normalisation justement par rapport à une certaine époque? Il y a peut-être une forme de normalisation. Il y a une question de recherche, mais qui n'a pas vraiment été tranchée, que se posent un certain nombre de collègues en Europe centrale, notamment ceux qui ont connu le régime précédent, qui en termes de surveillance étaient nettement moins équipés que nos régimes occidentaux actuels. D'ailleurs, des agences comme la Stasi avaient le plus grand mal à se procurer du matériel électronique convenable, notamment parce que d'une part, l'Union soviétique ne voulait pas trop que les républiques sœurs développent leurs propres capacités, et en même temps, l'Union soviétique était fondamentalement incapable de faire autre chose que de la copie de basse qualité des technologies de l'Ouest. Bref, donc ils avaient la plus grande difficulté à mettre en place des fichiers centralisés, informatisés de dangereux opposants politiques. Et pourtant, la surveillance, elle était très présente. Le territoire était quadrillé par de la surveillance qui était une surveillance non informatisée pour l'essentiel. Et c'était une surveillance, par contre, qui s'est imposée relativement brutalement, ou en tout cas suite à des événements un peu brutaux, un peu traumatisants, et qui donc ont suscité une réaction ou des stratégies d'adaptation pour éviter d'être sous le regard de cette surveillance permanente. Alors que dans nos régimes effectivement libéraux, on s'habitue progressivement à faire l'objet de vidéosurveillance, à devoir tout le temps payer avec carte de crédit ou autre application, et donc à laisser une trace de ce qu'on a acheté. Et effectivement, la question de la vidéosurveillance, et de la vidéosurveillance assistée par différents algorithmes, je pense que ça rentre effectivement dans ce mouvement-là. Mais après, c'est difficile de prédire le futur. C'est vraiment plus une question comment dire,
surprise, une question de recherche que se posent ces collègues là-bas, de dire comment ça se fait qu'il y a eu autant des réactions très fortes à une surveillance qui, en termes de collecte de données, finalement, était beaucoup moins efficace que ce qu'il y a aujourd'hui, et alors que l'accoutumance est probablement la clé de la réponse. Je te remercie. On en parlait pas mal justement de la collecte des données justement des individus. Aujourd'hui, les plateformes numériques, mais aussi les entreprises privées ont un nombre incalculable de données sur les individus, des données qui sont convoitées par différents acteurs, notamment les États, pour des raisons très variées, telles que la propagation massive de fausses informations vis-à-vis de communautés ou d'images de propagande, de virus, de messages haineux à des fins de manipulation. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, face à la convoitise de ces données personnelles, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un marché de la surveillance? Peut-être Corentin? Je m'attendais pas. Désolé. Donc, oui, je pense qu'il faut peut-être distinguer deux choses. L'une qui serait vraiment le marché de la surveillance en lui-même. Donc, comme on l'a dit, il y a des outils qui sont vraiment construits, façonnés dans le but de surveiller, quoi. Et peut-être pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit juste avant, toute une partie de la normalisation de la surveillance se fait en commençant à appliquer les dispositifs les plus brutaux et les plus dégueulasses de surveillance aux étrangers. Donc, si vous voulez savoir ce qu'on va avoir comme moyen de surveillance à Paris demain, regardez ce que fait Frontex, à savoir l'Agence européenne pour les frontières extérieures. Qu'est-ce qu'on impose aux migrants qui essayent de rentrer en Europe? Et vous aurez qu'est-ce qu'on fera dans les aéroports et dans les villes de demain. Et donc là, il y a quand même toute une partie de l'industrie qui se construit sur cette base-là. On a dit tout à l'heure, Predator, c'est un logiciel israélien. En fait, il y a énormément de logiciels de surveillance qui sont fabriqués en Israël, qui sont testés dans un premier temps sur les populations palestiniennes, et puis qui sont marchandisés à l'échelle globale ensuite, en présentant le CV de regarder, ça fonctionne super bien, on l'a déjà testé sur des populations, quoi. Et donc voilà, ça c'est une partie du marché, et je pense que c'est un marché florissant du fait de la situation politique actuelle qui est une espèce de nouvelle guerre froide avec la Chine et la Russie, sans qu'on se soit débarrassé du problème précédent de la lutte contre le terrorisme, sans qu'on ait résolu les problèmes politiques en interne des sociétés qui justifient aujourd'hui qu'on surveille les populations locales, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un marché comme ça. Mais comme je le disais, il y a aussi la surveillance globale sur le numérique qui permet de faire de la publicité ciblée. Et je ne sais pas si aujourd'hui on peut vraiment distinguer tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on additionne les deux, alors on est au niveau des plus grosses sociétés cotées en bourse à l'heure actuelle. Donc on se parle de milliards, enfin c'est... Oui, juste pour donner un chiffre par rapport à ce marché au niveau mondial, donc le marché mondial de la vidéosurveillance pourrait aller en 2025 à près de 76 milliards de dollars contre 45 milliards de dollars. Attendez, je me suis trompée. Non, oui, 45 milliards de dollars en 2019-2020. Donc, il y a vraiment une augmentation assez importante de ce marché et justement de voir à quel point peut-être que en fait, le marché de la surveillance devient de plus en plus important. Peut-être, Katia, toi aussi, par rapport à ces questions de marché de la surveillance, justement, par rapport aux différents cas que tu as pu évoquer juste avant, on le remarque que le marché de la surveillance aujourd'hui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, en tout cas au niveau mondial. Oui, il se porte très bien. Très bien. Je rejoins ce qu'a dit Corentin sur effectivement tout ce qui va être les outils numériques type logiciel espion. Là, on a un marché qui est encore en plein essor, c'est-à-dire qu'il s'est développé ces dernières années avec des entreprises qui assument totalement, c'est-à-dire que vous allez sur leur site internet, ils vendent leurs produits, ils ont des belles brochures, ils se retrouvent au salon de l'armement tous les 2 ans, enfin voilà, ils ont tout est complètement assumé. Ce qui l'est moins, c'est la manière dont c'est utilisé, la redevabilité, les faits établis à la responsabilité derrière. Mais oui, on a
Alors, on parle de Pegasus, donc le logiciel israélien, Predator, un logiciel européen. Ce sont quelques exemples parmi d'autres. Et ce qu'on a vu, et on a pu le constater notamment au moment de l'affaire Pegasus, c'est-à-dire que ça a un peu mis à mal quand même l'entreprise NSO avec des investisseurs qui se sont retirés au moment du scandale. Mais en réalité, ce sont des entreprises qui vont potentiellement changer de nom, potentiellement changer de forme, potentiellement changer de logo, mais qui réapparaissent sous une forme ou sous une autre, précisément parce que ce secteur est pas vraiment régulé, pas contrôlé, et qui a une impunité totale qui est inhérente à la cybersurveillance, ou en tout cas la surveillance numérique ciblée. Donc le marché se porte très bien. Les États peuvent très facilement se doter de ces outils-là. Les entreprises obtiennent assez facilement des licences d'exportation parce que là, on parle d'outils qui, pour être exportés, doivent recevoir une autorisation. Si on reprend l'exemple de NSO avec son logiciel Pegasus, nous, on avait en 2020 porté une action en justice pour demander à l'État israélien de ne pas accorder de licence d'exportation à l'entreprise NSO pour son logiciel Pegasus au regard des abus potentiels et de l'impact sur les droits humains. On n'a pas eu gain de cause parce qu'on ne voyait pas trop le problème. Alors on pense qu'un an après, on l'a un peu plus vu, le problème, en juillet 2021, quand le scandale a éclaté. Mais globalement, là, on est dans une configuration où l'État exportateur va accorder la licence, où l'État utilisateur se dit moi, j'ai acheté légalement le logiciel, ou l'entreprise va dire moi j'ai obtenu la licence d'exportation, donc tout va bien dans ce secteur-là en termes évidemment financiers. Et puis pour rebondir aussi sur le deuxième pan, qui est celui plutôt des plateformes numériques et de comment effectivement les données collectées vont générer des profits, là c'est tout simplement le modèle de développement économique de ces plateformes-là. Si on pense aux réseaux sociaux, on est dans une économie de l'attention où il faut que les utilisateurs et utilisatrices restent le plus longtemps possible en ligne, et c'est pourquoi on va capter leurs données personnelles pour pouvoir établir des profils et ensuite les vendre à des publicitaires et faire donc de la publicité ciblée. C'est leur modèle de développement économique. Donc là, oui, il y a tout un marché de la surveillance, encore une fois, qui se porte très très bien. Alors il y a quelques tentatives de garde-fous et de garanties qui ont été faites, qui sont clairement insuffisantes aujourd'hui. Et effectivement, on reviendra un peu plus justement sur le rôle des plateformes numériques qui ont un réel rôle aujourd'hui sur l'enjeu de la cybersurveillance et justement l'accès à certaines données vis-à-vis d'États ou de structures privées, justement en lien avec tout ça. Depuis le départ, on parle de surveillance consistant du coup à observer une chose avec une attention particulière afin de contrôler, de prévenir les dangers que nous pourrions rencontrer ou que la situation pourrait représenter. Mais on pourrait aussi parler d'autres types de surveillance autres que les surveillances d'État ou en lien avec le secteur privé, qui est par exemple la surveillance d'un berger pour son troupeau, ou alors des parents vis-à-vis de leur nouveau-né, du cuisinier qui surveille la cuisson de son plat, etc. En fait, nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, on est amené à surveiller juste le fait, par exemple, de savoir la dernière connexion de votre ami sur Messenger, ou de savoir où est positionné votre ami sur la map de l'application Snapchat, etc., etc. Ce sont aussi en fait des moyens de surveiller autrui. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une surveillance légitime ou d'une surveillance illégitime par rapport justement à ces deux pans? Est-ce qu'on peut potentiellement parler que parfois il y a une surveillance légitime qui peut être légitime ou considérée comme étant légitime par certains, et d'un autre pan plus illégitime, notamment par exemple à certains moments la surveillance d'État? Je crois que Corentin, tout à l'heure on a discuté un petit peu, t'attendais patiemment cette question. Du coup je te laisse débuter. Oui, bon, la question évidemment elle est difficile parce que je passe mon temps à militer contre la surveillance. Donc évidemment, quand on me demande qu'est-ce qui est légitime à faire comme surveillance, j'ai envie de répondre rien, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Mais je pense que la première étape de la réponse, ça peut être effectivement de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc quand tu donnes les exemples de un cuisinier qui surveille son feu,
on peut se dire, effectivement, il a prévu de faire à manger, il n'a pas prévu de brûler la maison. S'il veut faire A et pas B, il doit surveiller son feu. Du coup, la question, en fait, c'est qu'est-ce que la surveillance d'État, qu'est-ce que la surveillance des plateformes, et en fait, qu'est-ce qu'un État et qu'est-ce qu'une plateforme, et est-ce que leur projet, on peut y adhérer, on veut y adhérer, on trouve que leur projet est souhaitable, et que du coup, les mesures qu'ils mettent en place pour le faire respecter vaut la peine d'être suivies. Et donc, ça politise grandement la question. Et donc, je pense que là, c'est plus moi, en tant qu'expert, qui peut répondre. C'est chacun, chacune, en tant qu'individu, qu'acteur de politique, qui peut estimer est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, franchement, la plupart des gros moyens de surveillance qui sont mis en place, ils sont mis en place par des acteurs que moi, je ne souhaite pas voir perdurer dans le temps. Et donc, je ne trouve pas que ce qu'ils font est légitime, ni que la surveillance qu'ils mettent en place est légitime. Mais c'est mon point de vue sur la question. Peut-être Julien, sur cette question. Sur la question de la légitimité et de l'illégitimité de la surveillance, il y a déjà une première dimension qui est la question de la légalité ou de son illégalité de cette surveillance, qui est une question qui, en particulier en France, n'est pas une question simple, puisque lorsque, en octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à la France qu'elle ne pouvait pas imposer la conservation généralisée des données de connexion à des services de télécommunication pour une durée de 12 mois, de l'ensemble des connexions effectuées à partir de la France, ou en tout cas passant par des fournisseurs de services de communication électronique français. Donc c'est dans le cadre d'un recours de la Quadrature du Net contre un certain nombre de dispositions réglementaires au Conseil d'État. Le Conseil d'État a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur la légalité de ces mesures de surveillance électronique en France. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit que ça faisait seulement depuis 2014, donc à l'époque ça ne faisait que 6 ans, qu'elle avait invalidé la directive européenne sur la conservation généralisée des données, et que donc le régime qui s'appliquait et qui découlait du droit de l'Union européenne, c'est une interdiction de la conservation généralisée de ces données, et que le droit français devait donc s'adapter. Donc ça, c'est la réponse qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne au Conseil d'État. Et donc la suite du procès a eu lieu devant le Conseil d'État en France, puisque c'était au Conseil d'État après de prendre la décision et de juger de l'affaire, pas la Cour de justice de l'Union européenne. Donc à ce moment-là, le gouvernement français a produit ce qu'on appelle un mémoire en défense, ses arguments pour se défendre contre les accusations d'excès de pouvoir portées par la Quadrature du Net. Et le mémoire en défense demandait globalement quand même au Conseil d'État de dire qu'il fallait renoncer au principe de primauté du droit de l'Union européenne. Rien que ça. Ce qui correspond, en d'autres termes, à, en pratique, une quasi-sortie de la France de l'Union européenne sur des questions de surveillance. C'est dire à quel point la question est sensible. Par de savantes pirouettes, le Conseil d'État après a réussi à peu près à aménager la chèvre et le chou, mais il y a déjà cette première question, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. Ici, le Crous nous oblige de payer par carte, alors que, en principe, le Code pénal prévoit une amende, une contravention pour les commerçants qui n'acceptent pas l'argent liquide. Et pourtant, on nous oblige quand même à raconter à notre banque à chaque fois qu'on va acheter un sandwich au Crous, qu'on a acheté un sandwich au Crous. C'est pas légal, mais ça se fait quand même. Donc déjà là, voilà, c'est la première question. Deuxième question sur la légitimité. Effectivement, c'est assez difficile et je suis pas très à l'aise non plus. À savoir dire qu'est-ce qui est une surveillance légitime ou pas légitime. C'est déjà pas toujours facile dans des contextes, par exemple familiaux. Est-ce qu'il est légitime de demander à ses enfants d'activer la géolocalisation ou pas? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a des contextes où ça l'est ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est légitime? Il y a plein de questions qui sont pas très faciles à trancher. Peut-être qu'une chose sur laquelle on peut réussir à, en tout cas, donner un élément de réponse, c'est que
des dispositifs comme la multiplication des caméras de surveillance partout, aussi ce type d'appareil dont, rappelons-le, alors ça a quand même été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le projet de loi de programmation sur la justice en France devait permettre, dans le cadre, dans un premier temps en tout cas, d'une enquête judiciaire. Donc c'était quand même encore sous le contrôle du juge à ce moment-là, avant sûrement de passer sur un régime d'autorisation administrative, parce que c'est quand même vachement mieux quand c'est l'administration qui s'autorise à elle-même à faire des choses. Donc devait permettre, dans le cadre d'une enquête, à des juges d'ordonner l'activation à distance de la caméra et du microphone de ces appareils-là. Ce qui est aussi extrêmement pratique parce que ça permet aux personnes qui sont surveillées de financer elles-mêmes le coût d'équipement en mouchard. C'est vachement bien. Et donc ça a été quand même donc déclaré contraire à la Constitution. La multiplication de ce type de dispositif et de la collecte de ces données, etc., ça participe d'un mouvement dans lequel le coût de la surveillance diminue, ce qui veut dire qu'il est de plus en plus simple de mettre sous surveillance de plus en plus de personnes. Et quand on couple ça avec des mécanismes de prise de décision automatisés, ça c'est plutôt les débats sur l'intelligence artificielle, soi-disant, enfin, bref, j'aime pas cette expression, mais je l'utilise quand même, c'est plus simple, l'intelligence artificielle. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre la fraude, alors généralement c'est plutôt la CAF, un peu moins peut-être la lutte contre la fraude fiscale de certaines multinationales, mais ça c'est une autre question. En tout cas, quand on coupe la prise de décision automatisée à une collecte de données de plus en plus massive et omniprésente, on diminue fortement le coût de la surveillance et de la sanction prise en cas de comportement déviant détecté. Et on amoindrit considérablement certaines formes de contre-pouvoir et de limitation en fait, que les États libéraux s'étaient imposés à eux-mêmes. Et du coup, peut-être qu'une façon de répondre à la question sans y répondre, c'est de partir peut-être de ce point de vue-là, revenir vers ces traditions des démocraties libérales qui ont accepté à un moment de limiter les pouvoirs du souverain, ce qui signifie quand même quelque chose de compliqué qui est rarement proposé ou audible dans le débat public, mais c'est de renoncer à être capable de prévenir tous les crimes, c'est de renoncer à être capable de résoudre toutes les enquêtes, c'est de renoncer à poursuivre en justice toutes les infractions. Et ça, c'est sûr que c'est pas facile d'accepter. Mais c'est la conséquence aussi de la limitation finalement du pouvoir de l'État et du souverain qu'il s'est imposé à lui-même, en tout cas à une certaine époque. Sachant que, évidemment, c'est pas non plus démontré que un régime de surveillance totale soit un régime dans lequel, par ailleurs, le crime n'existe pas. Mais voilà. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à répondre sans répondre, de peu près correctement. Mais c'est très bien. Justement, vous parliez un peu tous les trois de cette surveillance d'État. On a remarqué à travers plusieurs exemples, cas concrets, que plusieurs États utilisent les outils de technologie justement pour avoir ce contrôle sur certaines personnes et notamment certains défenseurs des droits. Juste pour citer un peu un exemple qui est assez récent, au Brésil, en 2023, déjà des agents du renseignement brésilien sont suspectés d'avoir utilisé illégalement un outil de géolocalisation pour suivre des opposants de Bolsonaro lorsque lui était président. Encore un autre exemple au Venezuela, c'est d'ailleurs dont parle Olivier Tesquet qui n'a pas pu être là dans son livre À la trace, qui ont mis en place la carte de la patrie. Donc une idée numérique qui permet à ceux qui ont décidé d'avoir cette carte, l'objectif étant que ça soit généralisé et que tous les Vénézuéliens aient cette carte numérique, d'accéder à certains services comme les soins médicaux et certaines ressources. D'où cette question qui va aller un peu par la suite. Aujourd'hui, ce type d'outils-là sont parfois utilisés par certains régimes autoritaires justement pour opprimer certaines communautés ou en tout cas enlever certains droits, l'accès à certains services de certaines personnes par rapport à d'autres. En quoi aujourd'hui l'utilisation de ces outils par les États peuvent engendrer de la discrimination envers certaines communautés ?
C'est une question vaste. Hein. Je t'en prie, Katia. Alors, on l'a déjà bien mentionné au début, c'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent de cibler des groupes de personnes sur la base de certaines caractéristiques personnelles. Et c'est ce qui se passe notamment avec la reconnaissance faciale, par exemple. On peut cibler des personnes sur la base de leur origine ethnique, de leur couleur de peau, de leur sexe. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une possibilité offerte par cette technologie. Et effectivement, sur les aspects de discrimination, il y a deux choses peut-être à garder en tête, et après je reviendrai aux exemples. C'est-à-dire que la discrimination, elle se joue à la fois au niveau de l'utilisation qui en est faite. Alors, on peut penser à la Chine et aux Ouïghours, par exemple. C'est un exemple assez frappant et qui, je crois, aujourd'hui est relativement connu. Il y en a d'autres. Donc là, c'est clairement une utilisation abusive en direction d'un groupe spécifique sur la base de caractéristiques protégées, personnelles, sensibles, de la part d'un État répressif. Il y a aussi une autre forme de discrimination qui n'est pas liée à l'utilisation, mais à la conception même de ces outils. On nous dit souvent que la technologie est neutre, ce ne sont que des outils qui viennent aider à la décision, en réalité. Il y aura toujours un humain qui viendra contrôler la décision finale. En réalité, la nature même de ces outils-là, qui sont pensés, conçus par des humains, peuvent aussi emporter les biais discriminatoires, conscients ou inconscients d'ailleurs, des concepteurs, en fonction c'est-à-dire que pour mettre au point un algorithme, pour qu'il soit, par exemple, dans le cadre de la VSA, de la vidéosurveillance algorithmique, capable d'identifier une situation, ou en ce qui concerne la reconnaissance faciale, d'identifier une personne, il y a aussi des données d'apprentissage qui sont à l'entrée, donc au moment même de la conception, qui vont venir entraîner l'algorithme et qui peuvent être, par exemple, non représentatives et être déjà biaisées. Et ces biais-là vont être encodés dans le système, et la puissance informatique va venir potentiellement amplifier des discriminations existantes. Donc la discrimination, elle est vraiment partout, à la fois dans l'utilisation et dans la conception. Et c'est vrai que nous, on a par exemple enquêté à New York. Alors je ne sais pas si c'est un peu le moment d'en parler. Oui, tu peux. On y reviendra plus tard, mais pour illustrer la manière dont sont déployer parfois ces systèmes-là et comment ça vient finalement renforcer des discriminations préexistantes. L'exemple de New York part finalement d'une situation d'août 2020 où un militant de Black Lives Matter, tranquillement chez lui, voit son immeuble assailli de policiers anti-émeutes, d'hélicoptères, de drones, de policiers sur l'immeuble d'en face et qui lui demandent de sortir. Alors, ils n'ont pas de mandat, donc il n'est pas sorti, mais il a passé 4 heures entouré de cette police anti-émeute. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que un journaliste a pris en photo un papier que tenait un policier au pied de l'immeuble, sur lequel il y avait la photo donc, de ce militant, et avec l'inscription reconnaissance faciale. Donc, comprend que vraisemblablement, c'est un système de reconnaissance faciale qui a permis l'identification de cette personne et donc cette opération d'interpellation qui n'a pas abouti. Et nous, on a enquêté à partir de là parce qu'on savait déjà que la police de New York utilisait la reconnaissance faciale. On avait demandé des informations sur le dispositif de surveillance, comment il était déployé, où, quand, comment, combien de fois, pour quelles raisons, etc. Évidemment, on n'a pas eu de réponse. On a porté l'action en justice. Et puis, on s'est dit, le temps que ça aboutisse, on va enquêter. Et donc, on a enquêté à distance avec nos différents moyens, avec les bénévoles. On a quadrillé tous les quartiers, les intersections, pour voir où étaient déployées les caméras de vidéosurveillance compatibles avec la reconnaissance faciale. On en a dénombré plus de 25 000. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ces caméras-là étaient déployées dans les quartiers du Bronx, de Brooklyn et du Queens. Donc, les quartiers habités à majorité par des populations non blanches. On avait déjà documenté les pratiques racistes de la police de New York en termes de contrôle aux faciès, de fouilles. Et là, en fait, on se rend compte que si les personnes non blanches étaient déjà de manière disproportionnée exposées à ces pratiques-là, elles sont aussi de manière disproportionnée exposées
à de la vidéosurveillance et à de la reconnaissance faciale. Eh bien ça illustre le fait que ces technologies peuvent amplifier, dans la manière même dont l'infrastructure de surveillance est déployée, des pratiques discriminantes existantes. Ensuite, il y a beaucoup d'autres effectivement impacts sur le fait que ces technologies de reconnaissance faciale vont être moins précises, par exemple pour les peaux non blanches, par exemple, vont confondre plus facilement effectivement les visages parce qu'elles n'ont pas forcément été entraînées avec des données représentatives. Donc voilà, donc tout ça montre bien l'aspect discriminatoire de ces technologies quand elles sont employées par les États et développées par des acteurs. Maintenant, on a aussi beaucoup d'autres exemples, et là c'est moins du point de vue des États que du point de vue des plateformes numériques, mais je sais, peut-être on y reviendra plus tard, sur la discrimination possible aussi sur, par exemple, les réseaux sociaux et comment les entreprises viennent là aussi amplifier des discriminations à travers l'incitation à la haine et la violence en ligne, par exemple. Juste avant de laisser la parole à Corentin aussi par rapport à cette question-là, effectivement, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, ça a été démontré d'ailleurs à Londres en 2019, donc, la police londonienne utilise justement la reconnaissance faciale. Dans 8 cas sur 9, la reconnaissance faciale dans des enquêtes était en fait faussée. Ça n'avait pas correctement fonctionné. Et donc, dans 8 cas sur 9, ça démontre bien justement qu'on est encore loin de l'utilisation parfaite de ces outils-là, en tout cas par la police, etc., qui souhaitent les utiliser de plus en plus justement dans certaines enquêtes, mais qu'en fait, on est encore loin de tout ça. Peut-être, Corentin, tu peux peut-être nous apporter aussi des éléments par rapport à Technopolis, justement au collectif, sur ces questions de l'utilisation des VSA, donc des vidéosurveillance algorithmiques, qui peuvent engendrer de la discrimination, mais aussi pourquoi elles sont placées plutôt dans certains quartiers que d'autres, pourquoi elles sont positionnées de telle et telle manière plutôt qu'une autre. Donc oui, effectivement, l'enquête qu'a menée Amnesty à New York, c'est quelque chose qu'on a fait aussi à l'échelle de Bruxelles, par exemple. On a cartographié les caméras de surveillance dans la région bruxelloise, et c'est exactement le même constat qu'on fait. Donc il y a des densités de caméras fort importante dans le centre-ville au niveau des zones commerciales touristiques, mais après, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, le nombre de caméras diminue. Mais il ne diminue pas du tout de façon uniforme, bien au contraire, si on se déplace plutôt vers les quartiers aisés, en fait, il y en a beaucoup moins. Et à l'inverse, à Bruxelles, en fait, on a un canal qui historiquement accueille les populations ouvrières, parce que c'était là qu'il y avait toutes les industries, et ces quartiers ouvriers, en fait, sont progressivement devenus les quartiers qui accueillaient les différentes vagues d'immigration. Et c'est dans ces quartiers-là qu'on retrouve les plus hautes densités de caméras. Et donc c'est effectivement tout à fait le même constat. Il y a une collègue ici qui travaillait à Sciences Po Paris, Myrtille Picot, qui a aussi cartographié pour la région Paris, non pas juste pour Paris intramuros. Et en fait, c'est un peu plus uniforme au niveau de Paris parce que le pouvoir est plus centralisé. Mais malgré tout, en fait, si vous regardez les quartiers plus aisés du Sud, vous retrouvez des densités de caméras beaucoup plus faibles que dans les quartiers plus au nord-est où il y a beaucoup de logements sociaux et tout ça. Et donc clairement, l'usage, enfin la structure même, l'architecture du dispositif est, si on veut le dire bref, raciste en tant que tel, quoi. Ensuite, il y a les gens qui sont derrière. Et donc avant même qu'il y ait les algorithmes, en fait, si vous placez des gens pour surveiller les images, ils viennent avec toute leur construction sociale, tous leurs biais, et ils ne regardent pas de la même façon une personne qui est blanche, bien habillée, etc., qu'une personne qui correspond à eux, leurs a priori de qu'est-ce qui doit être surveillé. Ensuite, il y a la couche algorithmique qui peut inclure des biais en termes de toutes les données d'entraînement, comme ça a été dit, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on tente de détecter. Et donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va détecter ? C'est des attroupements ou des gens qui zonent. Et en fait, la question, c'est qui fréquente l'espace public de cette façon-là ? Je ne pense pas que c'est les gens de la Défense qui font des attroupements au pied des tours de la Défense, ou bien qui zonent là, peut-être 5 minutes en attendant un rendez-vous. Mais sinon, en fait, qui on retrouve dans les rues ? C'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace disponible chez eux. Si vous avez un 2 pièces dans lequel vous êtes entassé à 5, évidemment, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous faites le pied au pied de votre immeuble. Et donc, même en fait, dans la façon dont est pensé ce qu'on va tenter de détecter, il y a toutes sortes de biais. Et en fait,
je connais pas bien la loi française, mais il me semble que juste, il y a quand même un droit de rassemblement, de regroupement. C'est pas encore. Non, en fait, je pense qu'à un moment, dans les halls d'entrée des immeubles, ça avait été interdit. Bref, bravo. Mais sinon, quand même, de base, il me semble que les principes constitutionnels sont que on n'est pas obligé d'être tout le temps en mouvement et occupé à consommer, et qu'on a le droit de se rassembler. Donc ça, je pense que c'est un peu tous les différents niveaux. Il y en a certainement encore d'autres auxquels j'ai pas pensé là tout de suite. Effectivement, là, du coup, on parlait des caméras de surveillance, mais tu en as aussi parlé rapidement, Katia, aussi des rôles des plateformes numériques, justement dans l'amplification des discriminations à l'encontre de certaines communautés, même si il y a aussi du bon sur les plateformes numériques, c'est bien de le rappeler aussi, ça a permis à certains mouvements de pouvoir prendre la parole, notamment le printemps arabe entre 2010 et 2012, ou plus récemment le mouvement de la libération des femmes en Iran depuis 2022 et encore d'autres exemples, mais ça a aussi un impact assez conséquent de l'amplification des discriminations, notamment en Birmanie. Et je vais te laisser la parole par rapport à cet exemple qui est assez concret justement du rôle que peuvent avoir les plateformes, et notamment les plateformes de Meta, sur ce type d'amplification. Oui, c'est une autre enquête effectivement qu'a menée Amnesty International au Myanmar. Donc en 2017, il y a eu ces atrocités commises par l'armée du Myanmar contre les populations Rohingyas. Donc c'est une minorité de confession musulmane qui vit au Myanmar et qui a littéralement été victime d'un nettoyage ethnique en 2017. Évidemment d'assassinats, de destruction de villages, incendies, viols, enfin vraiment des atrocités commises en masse en quelques mois, qui a provoqué notamment l'exode de 700 000 réfugiés Rohingyas vers le Bangladesh voisin, où ils vivent à plus de 1 million maintenant dans le camp de Cox's Bazar, dans des conditions absolument terribles. Et donc, on a enquêté longtemps, parce que c'est compliqué, sur la responsabilité de Facebook, devenu Meta depuis, mais donc de la plateforme Facebook, dans ces atrocités-là. Pourquoi ? Parce qu'on a pu constater que dans les semaines et les mois qui ont précédé les atrocités, la plateforme était littéralement inondée de messages de haine, de messages incitant à la violence, de messages déshumanisant la population Rohingya, et de messages qui émanaient du plus haut niveau de l'État ou du plus haut niveau de l'armée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Facebook, au Myanmar, c'était Internet. C'est-à-dire que c'est la plateforme où la population allait chercher de l'information, allait regarder l'actualité, et donc c'est tout ce qui était sur la plateforme, a fortiori quand ça émanait de voix officielles, comme des représentants du gouvernement ou des membres de l'armée, devenait information. Et donc, il y a eu, encore une fois, dans les mois qui ont précédé le nettoyage ethnique, tous ces messages-là qui ont été signalés à plusieurs reprises par la communauté Rohingya, qui a essayé d'alerter Meta, qui a effectué tout un tas de signalements en ligne. Donc, l'entreprise savait ou aurait dû savoir ce qui se passait, et pourtant, ces messages ont été non seulement publiés, mais amplifiés. Et donc ça, c'est un autre aspect de ce qui se passe en ligne, c'est-à-dire qu'évidemment se pose la question de la modération des contenus qui incitent à la violence, à la haine ou à la discrimination, qui dans le droit international sont interdits. Ces contenus-là sont interdits. Mais au-delà de la modération, il y a la question de l'amplification de ces contenus, puisque l'algorithme de recommandation de Facebook a tout simplement boosté ces contenus, parce que ce sont des contenus qui génèrent de l'engagement. On l'a rapidement mentionné au début, cette économie de l'attention, elle vise à maintenir le plus longtemps possible les utilisateurs et utilisatrices en ligne à des fins de revenus publicitaires. Et ce qui maintient les gens en ligne, ce sont des contenus souvent polémiques, incendiaires, extrêmes, violents, parce que ce sont des contenus qui font réagir, pas forcément positivement, mais ce sont des contenus qui font réagir. Et l'algorithme de recommandation de Facebook va identifier les contenus qui auront généré beaucoup d'engagement et de réaction,
et vont les promouvoir, les amplifier, parce que dans le système, c'est ce qui va permettre de susciter encore plus d'engagement, de garder les gens le plus longtemps possible en ligne, de collecter davantage de données et de générer davantage de revenus publicitaires. C'est ce qui s'est passé. Et pour nous, c'était très important de montrer la responsabilité juridique. C'est très compliqué de montrer que ce qui se passe en ligne a des implications dans le monde réel et a fortiori juridiquement. Donc c'est pour ça qu'on a enquêté longtemps. On a sorti ce rapport en 2022 et on a établi que Facebook avait contribué aux atrocités. Donc, en droit international, il y a plusieurs niveaux d'implication possibles. C'est-à-dire que les entreprises ont aussi l'obligation de respecter les droits humains et de prévenir toute violation des droits humains qui pourrait être liée à leurs activités. Donc, soit il y a un lien direct, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même a commis des violations des droits humains. Et donc là, effectivement, on est dans une responsabilité de l'entreprise directe, soit l'entreprise a contribué, c'est ce qu'on a pu établir en ne mettant pas en place, par exemple, les mesures nécessaires pour prévenir. Chaque entreprise a le droit de mettre en œuvre, le devoir, de mettre en œuvre un processus de diligence raisonnable, justement pour s'assurer que ces activités, ces actions partout dans le monde ne contribuent pas à des violations des droits humains. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, concrètement, un groupe de Rohingyas qui est aujourd'hui réfugié donc dans le camp de Cox's Bazar au Bangladesh a lancé un combat contre Meta en demandant réparation. Il demande 1 million de dollars pour financer des projets d'éducation dans le camp. 1 million de dollars, c'est 0,001% du chiffre d'affaires de Facebook en 2021. Et la réponse de Facebook, donc devenu Meta à ce moment-là, ça a été de dire nous ne participons pas à des activités philanthropiques. Voilà, ça en dit quand même assez long sur la vision de l'entreprise de ses obligations en matière de droits humains, qui sont des obligations, encore une fois. Donc évidemment, le groupe de Rohingyas continue. On a mené une campagne pour soutenir et faire une sorte de caisse de résonance face à ces demandes, mais ça montre effectivement comment ce modèle-là peut avoir des impacts absolument dramatiques dans la vie réelle. Et on avait alerté déjà à ce moment-là sur le fait que si l'entreprise... Alors c'est le modèle de développement de tous les réseaux sociaux, d'une manière générale, mais on avait alerté Meta sur le risque que ça se reproduise, notamment dans le cadre de contextes de violence ethnique. Et malheureusement, l'année dernière, donc 1 an après, on a publié un nouveau rapport sur l'Éthiopie cette fois-ci, en montrant que ce qui devait arriver arriva, et que en fait, là en l'occurrence, ce sont les populations tigréennes qui, comme les Rohingyas, ont souffert de discrimination, qui ont été amplifiées à travers les messages en ligne. Donc ce sont des questions aujourd'hui auxquelles il faut vraiment s'atteler. Comment réguler et comment amener à la responsabilité en fait des entreprises qui génèrent des profits au détriment des droits humains. Et puis là, tu parles de 2 exemples, mais c'est pas la première fois que non plus Facebook, ou aujourd'hui Meta, a été aussi condamné pour des faits de discrimination en lien avec ces plateformes, notamment en 2019, donc qui a été condamné suite à des enquêtes sur le fait qu'on a remarqué que Facebook masquer certaines offres aux personnes afro-hispaniques et femmes divorcées. Donc ça été aussi montré sur cet aspect-là. On a aussi eu un autre exemple plutôt récemment en Chine avec la ville, alors je vais peut-être mal le dire, Guangxi, qui avait signé un accord avec TikTok, la plateforme TikTok, pour mettre entre les vidéos et photos de l'application des vidéos du pire citoyen et des pires citoyens de cette ville, pour justement faire en sorte que les personnes puissent donner des informations sur ces individus s'ils les connaissaient et s'ils savaient que ces individus avaient fait des choses à l'encontre du gouvernement ou d'autres choses de ce type-là. Donc c'est pas les seuls qui aujourd'hui amplifient considérablement la discrimination à l'encontre de certaines communautés. Et effectivement, tu parlais de la modération, de justement la régulation, de la mise en place de lois justement pour réguler tout cet aspect de cybersurveillance aujourd'hui et des plateformes numériques. Justement, on va essayer de basculer un peu plus sur ce côté-là, avec notamment des lois assez récentes qui ont été mises en place dernièrement, mais justement
quelles lois aujourd'hui ont été mises en place pour permettre de réguler l'utilisation abusive de la cybersurveillance aujourd'hui en France, mais aussi en Europe? Parce qu'il y a des lois récentes qui ont été mises en place au niveau de l'Union européenne, et sont-elles suffisantes aujourd'hui? Peut-être Julien, oui, par rapport à ça, et puis après Katia et Corentin pour compléter. C'est une grande question. Alors, est-ce qu'elles sont suffisantes? Je ne sais pas. Il y en a quand même pas mal, qui prévoient dans un certain nombre de cas des peines qui peuvent être assez importantes, pouvant aller par exemple jusqu'à 5 ans de prison, dans certains cas. La question qui reste à savoir, c'est de savoir est-ce qu'elles sont appliquées et est-ce qu'elles sont également utilisées. Et d'ailleurs, une des choses que je trouve parfois un peu dangereuse, c'est comment on peut parfois retrouver, évidemment, pas du tout pour les mêmes raisons et avec les mêmes motivations, mais des discours à la fois de défense des libertés et des discours de lobby industriel, disant dans les deux cas, le droit ne va pas assez loin et ne permet pas d'encadrer, etc., mais ce qui du coup peut finir par être une forme de prophétie autoréalisatrice dans laquelle on oublie qu'il y a un certain nombre de règles sur lesquelles on peut s'appuyer. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles soient suffisantes, mais du coup, voilà, comme j'ai du mal à me prononcer sur le fait de savoir si elles sont suffisantes ou pas, ou est-ce qu'elles sont suffisantes une fois utilisées, je vais juste essayer d'en décrire 2-3 aspects. On a certaines règles qui encadrent d'abord l'aspect collecte de la cybersurveillance. Donc, dans un premier temps, il y a des collectes de données, notamment principalement à caractère personnel. Donc on a au niveau européen, évidemment, le règlement général de protection des données, adopté en 2016 et qui prend la suite d'une directive de 1995 qui l'actualise, mais voilà, donc c'est des règles qui sont assez anciennes. En France, on a la loi informatique et liberté depuis 1978. Au niveau de l'ensemble du Conseil, du Conseil de l'Europe, on a également un traité international, la Convention 108. La Convention 108, elle a un intérêt, c'est qu'elle s'applique également aux activités dites régaliennes, c'est-à-dire services de renseignement, etc., sont également censés respecter la Convention 108. Elle a un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas s'en servir, on peut pas aller à la... Enfin, c'est compliqué d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme en disant la France n'a pas respecté la Convention 108. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est quand même un peu compliqué. On a encore tout un tas d'autres textes qui l'encadrent. Parmi les textes qui sont souvent oubliés, qui encadrent la collecte de données à caractère personnel, on a le code pénal. Le code pénal qui est intéressant parce que non seulement il y a une dimension d'action individuelle, on peut porter plainte pour intrusion dans la vie privée, mais il y a aussi une action publique qui peut, très hypothétiquement, être enclenchée. Il y a un cas, il y en a peut-être eu d'autres, de surveillance d'État où il y a eu une peine pénale prononcée à l'encontre d'un responsable d'un service de renseignement. C'est en 2013, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Bernard Squartini, l'ancien directeur de la direction centrale du renseignement intérieur, à 8 000 € d'amende dans l'histoire en gros de la surveillance du journal Le Monde pour déterminer qui étaient les sources d'un scandale, qui était un scandale de l'affaire Bettencourt, ceux qui avaient suivi ça, de financement clandestin du parti de l'UMP, à l'époque de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans le domaine de la surveillance, on va dire plutôt privée, on a eu des amendes là pour le coup de peine de prison avec sursis chez un certain nombre de cadres de la société Ikea France, dans le cadre de fichage RH, mais qui notamment portait sur les opinions politiques, l'appartenance syndicale, etc., en dehors de tout cadre légal, en violation des règles du règlement. Enfin, je ne sais pas si à l'époque, quel était le texte qui s'appliquait, c'était déjà le RGPD ou avant, enfin peu importe, en tout cas des règles qui s'appliquaient déjà à l'époque, qui continuaient à s'appliquer.
Donc on a des règles, mais enfin, c'est vrai que c'est souvent oublié et il n'y a pas énormément de décisions de justice où on voit des responsables qui sont individuellement inquiétés sur le plan pénal. Ensuite, on a sur l'aspect action également, donc tu vois qu'il y a ces données qui sont collectées sur les gens, on va agir par exemple pour leur afficher telle ou telle publicité, pour leur envoyer tel ou tel drone déposer une bombe sur leur toit, ou enfin il y a différentes applications, certaines plus ou moins létales comment dire d'automatisation d'actions suite à une surveillance. Là aussi, on a un encadrement. Alors, on va avoir bientôt le règlement sur l'intelligence artificielle, sur lequel j'ai encore du mal à me prononcer complètement parce que c'est compliqué. Peut-être que d'autres personnes aborderont ce sujet et donc j'évite d'expliquer ne serait même pourquoi est-ce que c'est compliqué. Mais on a déjà des règles qui encadrent aujourd'hui la prise de décision automatisée. En France, d'ailleurs, on en a depuis 1978. Aujourd'hui, on a l'article 22 du Règlement général de protection des données qui, en principe, interdit la prise de décision automatisée. Mais alors, il y a des exceptions. Par exemple, pour l'État, il peut y avoir des prises de décision automatisées autorisées par les droits de l'Union européenne ou d'un État membre qui doit prévoir, nous dit le RGPD, des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. Le 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel a dit que cela voulait dire notamment que l'État ou les pouvoirs publics, quand ils prennent une décision sur le seul fondement d'un traitement algorithmique, doivent s'assurer la maîtrise donc, du traitement de l'algorithme et de ses évolutions, afin de pouvoir expliquer en détail et sous une forme intelligible la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Et, nous dit toujours le Conseil constitutionnel, il en résulte que ne peuvent être utilisés comme fondement exclusif d'une décision administrative individuelle des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu'ils s'appliquent sans le contrôle et la validation du responsable du traitement. Ce qui, dans un langage clair, pourrait peut-être utilement être interprété comme voulant dire que le machine learning pour des décisions administratives, c'est interdit. Sachant que du coup, cet usage-là du machine learning étant interdit par la Constitution, je pense que c'est ce qu'on peut à peu près comprendre du langage un peu tarabiscoté du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'une décision automatisée prise sur le seul fondement d'un algorithme de machine learning est une limitation de certains droits fondamentaux de citoyens et de citoyennes impactés par cette décision. Le système ayant été mis en place par un certain nombre de responsables, soit élus, soit administratifs, sont des personnes qui sont également soumises à un certain nombre de règles, notamment des règles du Code pénal, qui peuvent prévoir des peines lorsque, de manière délibérée, des fonctionnaires, par exemple, ou des élus font obstacle à l'application de la loi. Donc, il y a un encadrement qui est même assez sévère dans les textes. Après, la question, effectivement, c'est comment est-ce que, du coup, on se retrouve avec le type de traitement automatisé comme ceux que dénonce la Quadrature du Net, de systèmes de notation mis en œuvre, par exemple, par les caisses d'allocation familiale. Tout ceci alors même qu'on est censé avoir un article 40 du Code de la procédure pénale qui oblige les fonctionnaires qui, dans le cadre de leur fonction, prennent connaissance de faits qui relèvent, qui pourraient être des délits ou des crimes, donc les oblige de dénoncer au procureur de la République territorialement compétent, sous peine d'être considérés comme complices des dites infractions. Comment se fait-il que, malgré tout cet encadrement qui existe, qui est là, qui est en vigueur, on ait ce type de système qui se met en place? Et à mon avis, une des clés de réponse, c'est que ces systèmes sont malheureusement pas suffisamment pris au sérieux par l'ensemble des personnes. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il serait suffisant, parce qu'à chacune de ces étapes, si j'étais l'avocat de la partie adverse, je pourrais trouver des arguments pour expliquer pourquoi est-ce que non, il n'y a pas de problème, etc. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que ce sont des mécanismes qui sont relativement sous-utilisés et du coup dont on n'a pas encore vraiment aujourd'hui testé l'efficacité. Et justement, tu dis pas mal d'encadrement, mais aussi pas mal d'encadrement concernant aujourd'hui les questions, en tout cas, qui arrivent petit à petit de l'intelligence artificielle, justement avec l'IA Act, qui vient tout récemment d'être voté, qui a premier accord mondial sur la régularisation de l'intelligence artificielle, mais aussi on peut parler du Digital Service Act, qui a été lui adopté en 2022, ayant pour objectif de diminuer la diffusion de certains contenus sur les plateformes, mais aussi de responsabiliser les plateformes numériques sur ce qui se passe au sein de leur plateforme et d'avoir une plus grande régularisation des contenus dessus. Peut-être que je peux laisser la parole d'abord à Katia sur ces questions.
Et peut-être que tu pourras rajouter, toi, de ton côté, quelques éléments, Corentin. Oui. Alors sur l'IA Act, donc le règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc effectivement, c'est une première mondiale de tenter de légiférer sur l'IA. Donc juste pour rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde est au clair avec ça, ça a été une proposition de la Commission européenne en 2021 de tenter de réguler l'IA, avec une approche intéressante qui est celle des risques sur les droits humains. Donc il faut juste se représenter un peu une pyramide des différents usages de l'IA, avec au sommet les usages qui sont incompatibles avec les droits humains et qui devraient faire l'objet d'interdiction. L'étage d'en dessous, des usages qui sont extrêmement problématiques ou à haut risque et qui devront faire l'objet de régulation. L'étage encore en dessous d'usages un peu moins risqués qui devront probablement faire l'objet de mesures de transparence ou d'autres régulations plus souples. Et puis la base où a priori ce sont des usages qui ne sont pas problématiques en matière de droits humains. Donc une approche qui est plutôt pertinente de prise en compte du risque sur les droits humains et de mettre en face de chaque utilisation des contraintes pour les États et les entreprises. Donc ça, c'était une proposition qui a été faite en 2021. Donc ensuite, évidemment, il y a les autres institutions de l'UE, donc à commencer par le Conseil de l'UE qui a dû se prononcer sur le texte, qu'il a fait en adoptant sa position générale fin 2022. Une position qu'Amnesty International, avec beaucoup d'autres organisations, a largement critiquée et dénoncée, avec évidemment une latitude donnée aux États pour utiliser notamment toutes les technologies permettant la surveillance de masse. Ensuite, le Parlement européen a adopté sa position au printemps dernier, 2023, une position qu'on a beaucoup plus saluée et qui visait véritablement à poser des garanties et des garde-fous en matière de droits humains, avec notamment une interdiction quasi totale de la reconnaissance faciale ou de l'identification biométrique à distance. Et puis à partir de là, il y a eu un dialogue entre ce qu'on appelle les trilogues, donc le dialogue entre les trois institutions, qui a abouti à un accord politique en décembre dernier. Accord politique que nous avons dénoncé au niveau d'Amnesty International et d'autres organisations comme véritablement une occasion manquée de protéger les droits humains. La plupart des interdictions qui avaient été actées dans la position du Parlement européen ont été largement revues à la baisse ou complètement disparues du texte, notamment, et nous c'était une demande qu'on portait fortement, l'interdiction de la reconnaissance biométrique à distance. Donc ça inclut la reconnaissance faciale à des fins d'identification, que ce soit en temps réel ou a posteriori. Cette interdiction-là a disparu du texte final après les négociations. Donc c'est véritablement une déception parce que ça permettait de poser ce cadre commun au moins à tous les États membres de l'UE et qui actait le fait que ces technologies-là permettaient une reconnaissance, une surveillance de masse qui par nature est incompatible avec les droits humains et donc doit être interdite. Et puis là, aujourd'hui, on en est à... c'est même le vendredi prochain, il va y avoir un vote des ambassadeurs des États pour acter ce compromis final qui a légèrement bougé depuis décembre, alors qu'il devait y avoir que des réunions techniques avec des amendements cosmétiques, mais ils ont quand même réussi le tour de force de vider encore plus de sa substance le texte. Donc ce qui devrait être voté, sauf grande surprise, c'est effectivement un texte qui ne pose pas suffisamment de garanties en matière de droits humains sur les technologies de reconnaissance faciale, mais qui inclut tout un tas d'exceptions portées par la France en premier lieu, c'est-à-dire que là où il y a eu des restrictions à l'utilisation de certaines technologies, la France a réussi à faire adopter le fait que dans un contexte de maintien de l'ordre ou d'application des lois, les autorités, les forces de l'ordre pourront utiliser malgré tout ces technologies-là. C'est aussi le cas dans le contexte de la migration, par exemple, parce qu'effectivement, ça a déjà été dit, c'est souvent sur les populations les plus vulnérables que ces technologies sont testées, et ces populations-là sont souvent exclues des protections des textes qui sont discutés.
Donc c'est une déception sur certains points majeurs du texte, même s'il y a malgré tout certaines avancées sur l'interdiction de tout ce qui va être effectivement notation sociale, sur la reconnaissance des émotions, ça va être interdit dans le secteur de l'emploi ou de l'éducation, mais ça ouvre le champ à une utilisation dans bien d'autres secteurs. Donc on est vraiment là sur un texte à demi-teinte avec des grosses lacunes d'un côté et puis des garanties qui sont vraiment pas suffisantes de l'autre. Et c'est vraiment dommage parce que comme c'était une première, ça va peut-être aussi inspirer d'autres et on aurait aimé que ça les inspire vers des ambitions plus fortes en matière de protection des droits humains. Donc maintenant, à voir effectivement comment tout cela va atterrir. Encore une fois, la France a beaucoup œuvré pour diminuer ce texte, avec cet argument que la régulation freine l'innovation, avec probablement aussi un discours des industriels très fort en ce sens, avec une dichotomie qu'ils portent depuis très longtemps aussi, avec à un moment donné un débat qui a été plutôt orienté vers le robot va remplacer l'humain, et donc c'était des questions existentielles qui étaient posées, alors même qu'aujourd'hui on a des impacts très concrets tu le citais, dans les services publics, d'utilisation d'algorithmes qui génèrent des discriminations existantes en termes d'accès aux droits, d'accès à des prestations sociales, par exemple, de discrimination. Et donc, ces questions-là ont été écartées à la faveur d'un fantasme à la Terminator, un petit peu. Voilà, donc tout ça a posé effectivement beaucoup de questions. Et on sait que la grande question de la gouvernance de l'IA, j'allais dire c'est la question de demain, mais non, c'est celle d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres initiatives au Royaume-Uni, aux États-Unis qui se posent là, enfin qui s'ouvrent en ce sens-là. Sur le DSA, sur le Digital Services Act, effectivement, c'est là encore un texte européen qui, de notre point de vue, a permis un certain nombre d'avancées, notamment en termes de transparence. Donc c'est un texte qui pose des obligations aux grandes plateformes du numérique et qui reconnaît un certain nombre d'impacts négatifs. Alors il y a cette question de la transparence, d'études d'impact préalables, donc ça va plutôt dans le bon sens, qui interdit par exemple la publicité ciblée à destination des mineurs, donc ça va aussi plutôt dans le bon sens. Nous on demande à ce qu'elle soit interdite pour tous et toutes et partout, parce qu'encore une fois c'est ça qui sous-tend le modèle économique des plateformes. Donc il y a ce texte-là et tout l'enjeu sera sa mise en œuvre, comme souvent. Le RGPD est un texte effectivement structurant qui permet déjà de réguler et de cadrer un certain nombre de choses, mais tout dépend de la mise en œuvre. Et je terminerai, pardon, j'étais un peu longue, mais sur la France aussi, pour dire qu'en France, le cadre juridique est relativement flou parce qu'on a effectivement des lois qui sont existantes, mais aujourd'hui, quand on voit par exemple à la faveur des JO le développement, l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, c'est assez difficile de comprendre la finalité des traitements, souvent, quand les villes, les différentes collectivités territoriales expérimentent ces technologies-là. Les finalités policières et non policières sont souvent mêlées. Or, c'est de la finalité dont va dépendre le texte applicable. Est-ce que c'est le RGPD? Est-ce que c'est la directive police-justice, sa transposition dans le droit français? Est-ce que c'est la loi informatique et liberté? Tout ça va dépendre de la finalité. Et si cette finalité n'est pas claire, et elle ne l'est pas, le cadre juridique afférent, il n'est pas clair non plus. Et donc ça c'est un flou juridique qui est compliqué et qui fait qu'effectivement, c'est un secteur où, si on ne pose pas des principes d'interdiction très clairs, c'est-à-dire sans exception liées à la sécurité nationale notamment, on se retrouve avec des cadres et des violations des droits humains qui continuent. Julien, tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Oui, mais très brièvement, c'était juste pour dire que, effectivement, mais pour reprendre l'exemple de la finalité pas claire, en cas de finalité pas claire, quel que soit le texte qui soit applicable, que ce soit la directive police-justice, que ce soit le RGPD ou que ce soit du droit national, mais lequel doit être conforme à des textes internationaux dont la Convention 108, si la finalité n'est pas claire, c'est illégal. En fait. Et du coup, et de façon automatique, c'est-à-dire que c'est... Mais... c'est là où il y a ce mystère de est-ce que le cadre il suffit ou il suffit pas. C'est que la réponse elle est extrêmement facile. Il n'y a pas de finalité, c'est illégal. Mais pourtant, ça se développe quand même.
Et en pratique, c'est très difficile effectivement à contester sur le terrain, parce que le temps que, dans l'hypothèse où il y ait un processus qui soit enclenché, que ce soit côté CNIL ou côté judiciaire ou côté juridiction administrative, voilà, le truc est en place. Et ça soulève aussi la question de la responsabilité des États face à cette question et face à l'utilisation aujourd'hui de ces outils et à la lutte de la prolifération de l'utilisation de ces outils aussi. Je ne sais pas, peut-être, Corentin, par rapport justement au rôle des États. Et tu parlais, Katia, de la France aussi, du rôle de la France et de Bruxelles, de la Belgique, par rapport à tout ça. Mais donc, ouais, peut-être une chose à dire, je pense qu'effectivement, il y a toutes sortes de lois, et pour qui sait manier ces outils-là, autant s'en saisir et tenter d'agir. Mais moi, ce que je constate dans les outils que j'utilise, mais c'est beaucoup du coup les outils de police, c'est que la loi, ce qu'elle fait, c'est que souvent, elle vient entériner les usages existants des technologies de contrôle, de surveillance, de répression. Et donc, en fait, d'abord, on a les progrès technologiques, et puis il y a l'adoption à la marge, où on a eu le cas, par exemple, récemment avec Clearview AI, donc un logiciel de reconnaissance faciale. Le truc est développé de façon illégale, donc ils ont collecté toutes les images des profils sur les réseaux sociaux des gens. Cette collecte-là, elle est illégale, mais la société, elle est basée aux États-Unis. Et donc tout recours qui se fait au nom du RGPD, des règlements français, européens, en fait, ils sont là, oups, ça leur glisse dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Europol a organisé une séquence d'essais de cette technologie-là, et plein de polices nationales sont reparties avec le logiciel dans leur petite valise, et ont joué avec à domicile. On ne sait pas trop dans quelle mesure, mais voilà. Alors là, heureusement, on n'en est quand même pas au point de dire c'est bon, on peut utiliser cet outil-là à toutes les sauces, c'est pas encore aussi clair, mais quand même, c'est assez souvent ça qui se passe. Et enfin, comme je l'ai dit, moi j'ai travaillé sur la vidéosurveillance. En 2007, on a eu la première loi caméra qui devait encadrer l'usage de la vidéosurveillance. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire on a créé un cadre légal et des privés ne peuvent pas sauvagement filmer toute la rue. Mais c'est vraiment la seule limite qu'elle a en fait imposée. Et de nouveau, comme tu le disais, en fait, au niveau de l'application, derrière, il ne se passe rien. Si vous installez une terrasse et que vous filmez toute la rue, en tout cas en Belgique, il n'y a jamais un agent qui va débarquer et vous mettre une amende pour ça. Et je pense que le problème, pour répondre à ta question quand même, c'est qu'à un moment, les États, leur rôle, il est tel que c'est eux qui surveillent. Et donc, ils sont juges et parties. C'est difficile de demander aux États qui mettent en place des dispositifs de surveillance de eux-mêmes s'autolimiter. Et donc, on a un peu une chance avec le Parlement européen, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas forcément exactement les mêmes personnes qui sont parlementaires européens et qui sont à la tête des États et des ministères de l'Intérieur, etc. Et que là, on a un peu moins de conflits d'intérêts. Mais sinon, en fait, à plein de niveaux, c'est les mêmes qui sont un jour maires de leur village et le lendemain, ou à la législation d'après, parlementaires, députés, et qui, en fait, défendent les intérêts des gens qui gèrent la police et la surveillance. Et donc, je pense que tant qu'on n'a pas vraiment des pouvoirs qui sont réellement indépendants et qui peuvent exercer un contrôle et faire imposer les règlements existants, enfin, on est très très loin d'une possible d'un vrai changement par la loi. De conclusion, pas mal d'encadrements, pas mal de lois qui sont mises en place, mais pour l'instant, on ne sait pas encore trop où on va avec tout ça, et que ça reste encore assez flou, en tout cas vis-à-vis des garanties, notamment garanties des droits à la vie privée, des droits humains et individuels et collectifs. Mais pour aller un peu plus dans le game maintenant, parce que pour l'instant on a beaucoup parlé de choses, des enjeux de la cybersurveillance et des dangers et de l'impact réel de la cybersurveillance. Je pense que c'est aussi bien de se diriger maintenant plus vers quelque chose de comment reprendre du pouvoir d'agir, comment justement utiliser des outils alternatifs qui existent, et c'est important aussi d'en prendre conscience et de les connaître, pour justement mieux protéger notre vie privée, nos données personnelles, que ce soit individuelles, mais aussi protéger collectivement nos données et nos libertés collectives. Peut-être
à la fois Julien et Corentin sur cette question-là. Aujourd'hui, justement, quels sont les outils qui existent aujourd'hui, les outils alternatifs qui existent et qui permettent justement d'avoir un peu plus de pouvoir, de contrôle sur nos données personnelles, plutôt que et de faire aussi attention et prendre conscience comment les plateformes numériques, les GAMAM, peuvent utiliser nos données personnelles et qu'est-ce qu'on leur donne en termes d'accès ou non. Il n'y a pas de, enfin en tout cas, je pense pas qu'il y ait vraiment de solution miracle sur tout ça, en particulier à cause des effets de réseau. Du coup, on l'a vu là avec Twitter, beaucoup de gens étaient scandalisés par la façon dont le rachat de Twitter s'est opéré et des décisions par la suite d'Elon Musk. Et pourtant, une grande partie des personnes qui ont alors annoncé quitter Twitter, ils sont absolument restés. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... et pour revenir aussi à cette question provoque que j'aime beaucoup de Félix Tréguet, Faut-il détruire les ordinateurs, qui est à la fin de son livre, toute fin. Il n'y a pas de fatalité totale à être tracé dans tous ces usages de l'informatique. Un site web, par exemple, ou une application mobile n'a pas besoin nécessairement de collecter beaucoup de données, encore moins d'en conserver beaucoup. Il y a évidemment besoin d'avoir quelque part une adresse IP pour être capable d'acheminer des données, mais l'adresse IP, il y a des outils, les plus connus grâce à des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, c'est les VPN, mais qui permettent de pas anonymiser complètement, mais quand même de rendre la chose assez ardue pour retrouver la personne spécifiquement qui est derrière. Mais du coup, une fois qu'on quitte cet univers commercial, on a énormément de choses qui existent. Alors l'alternative qui a commencé à être un peu plus connue grâce à Elon Musk à Twitter, c'est Mastodon, par exemple, qui commence quand même à avoir pas mal de gens qui sont dessus, y compris pas mal d'institutions. On a encore la possibilité, je ne sais pas pour combien de temps, vous aurez peut-être remarqué que les capacités de stockage des ordinateurs qui sont vendus aujourd'hui au grand public ont tendance plutôt à diminuer ces dernières années en termes de disque dur, de taille de disque dur. On a encore la possibilité de stocker ces ordinateurs sur ses propres machines, de faire ces sauvegardes sur des disques durs que l'on possède, en sachant très précisément où est-ce que ces données sont localisées. Ça, c'est le fondement même du modèle d'Internet, c'est que tout ordinateur connecté au réseau Internet est à la fois un client et un serveur. Et donc, là, on peut faire des choses, on peut chiffrer ces communications. Et là, c'est très important de développer le chiffrement de ces communications, à la fois à travers l'utilisation, évidemment, de messageries comme Signal, Telegram, WhatsApp. Comment s'appelle l'application française qui était poussée par les ministères, là, parce qu'ils ont dit qu'il fallait qu'on arrête d'utiliser WhatsApp dans les... Alors, Chat, ça c'est pour les fonctionnaires, mais il y en a une autre, Olvid, je crois. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on peut aussi chiffrer nos mails, on peut faire pas mal de choses, et l'intérêt, c'est que plus il y a de flux de données qui sont chiffrés, moins un flux de données chiffré apparaît comme étant suspect, et donc ça augmente considérablement le coût de la surveillance. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont possibles de faire, mais bon, j'ouvre déjà un pont avec les questions suivantes. Ce que suppose l'ensemble de ces techniques, c'est une compréhension minimale de fonctionnement d'un ordinateur, et même déjà du simple fait d'avoir conscience qu'on est en train d'utiliser un ordinateur, par exemple quand on utilise une voiture, une télé ou un téléphone connecté, et par exemple d'avoir conscience de ce que c'est que un document stocké en ligne ou un document stocké hors ligne. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui, je pense qu'on est sur cette table peu ou prou d'une génération proche, en tout cas qui, au moment où on a appris à utiliser des ordinateurs, on savait que d'un fichier, est-ce qu'il était sur la disquette, est-ce qu'il était sur le disque dur, est-ce qu'il était en ligne. Quand on se connectait avant d'avoir la DSL, en fait, on avait des temps de connexion, on écrivait nos mails, puis après on les synchronisait. Et donc en fait, tout ça, ça fait que c'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, plus intelligent, moins intelligent, mais tout simplement, il y avait un coût d'apprentissage. En fait, on a dû apprendre à utiliser des ordinateurs, ce n'était plus une option.
il y avait un coût d'apprentissage qui était de comprendre les bases en fait, de l'informatique. Aujourd'hui, dans les applications informatiques d'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, c'est devenu même très compliqué, des choses aussi simples que, par exemple, de demander à ce qu'un support de présentation soit dans des entreprises, des jeunes collaborateurs et collaboratrices, ou à l'université, ça peut être des étudiants ou des étudiantes, dire venez avec les supports de présentation sur vos machines, mais pas en ligne. Et ça, c'est parce que c'est pas visible. Mais si on comprend pas ça, on peut pas comprendre par où passent nos données. On peut pas prendre les bonnes décisions, par exemple en termes de, je sais pas moi, de choix de VPN par rapport au modèle de menace auquel on fait face. Sachant qu'il n'y a pas une solution en fait pour tout le monde et pour tous les problèmes. Peut-être Corentin, tu souhaites rajouter des choses ? Oui, donc j'appuie ce qui vient d'être dit, bien sûr. Je pense que voilà, un des points que j'ai essayé de mettre en avant, c'était qu'il y avait bien sûr des enjeux de vie privée et de liberté d'expression, mais que principalement c'était des enjeux de pouvoir, en fait, de qui a le contrôle sur les outils qu'on utilise, sur en fait tout ce qui fait nos vies, que ce soit notre environnement, la ville, etc. Et je pense qu'un principe de base qui peut aider à guider. Donc je pense qu'effectivement, il y a intérêt à ce qu'on comprenne mieux les outils qu'on utilise, qu'il y ait une certaine logique de transparence et voilà, pour faire le lien avec les CMA d'éducation et d'appropriation des savoirs et de construction collective de ces savoirs-là. Mais en fait, ça va quand même être impossible de savoir en permanence comment tout fonctionne. Et donc, ça demande qu'à un moment ou à un autre, on puisse faire confiance à certains outils. Et un critère qui peut être utile pour se guider pour savoir à quel outil faire confiance, c'est la notion de logiciel libre. Voilà, c'est quoi un logiciel libre ? C'est pas forcément une solution miracle, mais au moins un logiciel, s'il est libre, ça veut dire que vous avez la possibilité de librement le faire tourner, l'exécuter. Ensuite, vous avez la possibilité de regarder comment il fonctionne, ou au moins de demander à quelqu'un qui est informaticien et connaît le code informatique de voir comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez le modifier. Et ensuite, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le prendre et aller le recopier et faire votre projet de votre côté. Et donc, cette base-là, ça permet de faire qu'on ne se retrouve pas entre les mains d'une plateforme et que si elle se met à faire des choix dégueulasses, on en est coincé là, parce qu'on peut migrer avec le projet. Alors quand je dis « on », ça demande un peu d'organisation collective et ça demande de savoir effectivement qui est aussi propriétaire des infrastructures et des projets. Et donc à un moment, ça demande qu'on se pose la question collectivement de « ok, est-ce qu'on veut juste des trucs pratiques et gratuits et que alors c'est bon, on peut donner à Google, ainsi de suite, la gestion de nos vies ». Alors, je ne sais pas où ça en est, mais par exemple, en Belgique, on est hyper fort en train de confier tout l'enseignement à Microsoft et à Google. On est en train de distribuer des ordinateurs, soi-disant, aux enfants de Google et qui sont effectivement plus avec un truc en local, tout est synchronisé sur les serveurs de Google. Donc voilà, là, pour moi, on est juste en train de leur donner le blanc-seing pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent derrière. Ça veut dire que si demain, ils décident que, pour je ne sais quelle raison, on ne peut plus enseigner tel ou tel sujet, ben, ça devient impossible, quoi. Et donc, en fait, pour moi, il y a cette question vraiment du contrôle qu'on a sur les outils et en fait, comment est-ce qu'on invente des façons de fonctionner pour lesquelles on a le contrôle dessus. Parce que sinon, je pense qu'une des difficultés qu'on a avec le pouvoir de la loi et de l'application du cadre légal, c'est qu'on vient toujours a posteriori. On vient dire « mais vous n'avez pas respecté la loi ». Mais non, évidemment, les sociétés, ce qu'elles veulent faire, c'est faire de la thune, et donc elles font bien ce qu'elles veulent, et puis après, on vient leur taper sur les doigts. Mais si on inverse la logique, je pense que si on veut pouvoir regarder qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on le met en place, est-ce que les moyens qui sont utilisés sont légitimes, sont proportionnels, etc. En fait, il faut que l'impulsion de départ, en fait, le contrôle même sur la production de la recherche et du développement soit démocratisé. Et effectivement, vous deux, vous parliez justement le fait de l'importance de l'éducation, la sensibilisation, la prévention des publics, mais notamment des plus jeunes, dans le fait de mieux comprendre comment fonctionnent ces outils-là, comment on peut les utiliser, et notamment qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui face à ces outils-là. Effectivement, au sein des CMA, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de justement accompagner les plus jeunes dans leurs pratiques numériques, et notamment à adopter de meilleurs comportements en ligne, et notamment en matière de sécurité.
sur ces questions-là de comment mieux se protéger, de savoir que lorsqu'on s'inscrit sur un site, une plateforme numérique, il ne faut pas forcément donner toutes les informations. C'est pas parce qu'il y a des cases à remplir qu'il faut remplir toutes les cases, d'autres moyens de se protéger. Et justement, en quoi aujourd'hui l'éducation, que ce soit par les pairs ou par des institutions telles que l'école, à travers des ateliers d'EMI, donc d'éducation critique aux médias et à l'information, en quoi justement aujourd'hui c'est important de plus en plus de sensibiliser les publics et notamment les plus jeunes à ces questions de protection des données, mais aussi de la question des enjeux de la cybersurveillance aujourd'hui qui devient de plus en plus important dans l'espace public. Peut-être Katia, mais je laisserai aussi certainement Julien et Corentin peut-être apporter d'autres éléments. Oui, alors je pense que l'ensemble de ce qu'on a dit depuis le début de la table ronde explique aussi un petit peu pourquoi c'est extrêmement important de pouvoir éduquer sur ces sujets-là, non seulement pour toutes les raisons qui viennent d'être citées, de pouvoir choisir d'autres outils ou des outils alternatifs, mais surtout pour prendre conscience en fait de l'impact que ça a. Je pense que c'est un élément extrêmement important de prendre conscience que les technologies ne sont pas neutres, de prendre conscience que le droit à la vie privée, c'est important. On se rend compte très souvent dans les campagnes de sensibilisation, c'est un argument qui nous est renvoyé en disant « bon oui, quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas si grave, j'ai rien à cacher, etc. etc. » Si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit à quoi ressemblerait une société sans droit à la vie privée, je pense qu'on aurait tous très très peur en réalité. Ça s'apparenterait donc à une société de surveillance totale et de contrôle total. Et si on le prend par cet angle-là, c'est tout de suite un peu plus concret. Donc c'est important en fait d'éduquer à l'impact sur les droits humains et pourquoi ces droits-là sont extrêmement importants et conditionnent beaucoup d'autres droits. D'expliquer aussi que c'est pas parce que ça paraît technique en soi que finalement ce ne sont pas des sujets qui peuvent être discutés simplement. En réalité, ça pose des questions fondamentales, essentielles sur le modèle de société, mais sur son identité, sur ce qu'on veut donner aux autres, ce qu'on veut que les autres sachent de nous. Enfin, il y a beaucoup de questions très simples qu'on peut aborder aussi avec les plus jeunes. Nous, on a tout récemment, un peu dans la foulée des recherches qu'on a menées sur Meta, publié 2 rapports sur TikTok. Et en fait, on a pris conscience, parce que tout partait d'un questionnaire envoyé à des centaines de jeunes partout dans le monde, on a pris conscience que les problèmes, il les identifiait et que les solutions aussi, en fait, il les identifiait. Et qu'en fait, il y avait besoin d'en parler, il y avait besoin de les écouter aussi. Et pourquoi éduquer ? Non seulement pour prendre conscience des risques et faire les bons choix et prendre conscience de l'impact, mais aussi pour agir, en fait. Parce que derrière, on reprend en fait la main sur ces données personnelles, mais on reprend aussi la main sur des leviers d'action très forts pour demander effectivement plus de transparence, pour demander des changements dans les modèles de développement économique des plateformes, pour demander aux États de respecter leurs obligations, pour demander des changements dans les lois. Enfin, ça permet une mobilisation concrète aussi qui doit passer par une reprise en main. Et tout ça, c'est possible que si on comprend en fait les enjeux en matière de droits humains, que si on comprend pourquoi on est toutes et tous concernés. Et ça c'est pas évident d'un premier abord. Donc oui, il y a un rôle d'éducation aux droits humains, il y a un rôle avec de tous les accompagnateurs aussi auprès des plus jeunes, parce que je rejoins, aujourd'hui c'est intuitif, cet usage, quand certaines générations ont dû apprendre à faire avec, d'autres sont nés dedans et voient les avantages, et le quotidien est pénétré de tout ça. Et à un moment donné, la distance à prendre, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'on est dans l'hyper-connecté, l'hyper-immédiateté, et de pouvoir avoir un regard réflexif sur les choses, c'est toujours plus difficile. Donc éduquer à ces sujets, ça permet de prendre conscience, mais ça permet surtout d'agir. Et c'est probablement ce qui va aussi permettre de faire évoluer les choses, c'est de redonner aux personnes concernées les moyens d'agir. Peut-être avant de laisser Julien ou Corentin, si vous souhaitez rajouter des choses, j'aimerais aussi
certes intuitif, mais c'est pas parce que effectivement les jeunes sont entre guillemets nés dans l'utilisation de ces outils-là. Des fois, on a un peu cette histoire de mythe de les jeunes savent déjà tout en termes d'utilisation des plateformes numériques, des smartphones, etc. Justement, c'est même loin d'être le cas, et c'est aussi important de le dire qu'il faut aussi les accompagner dans l'utilisation même de ces outils-là, et de pas dire que effectivement ils sont jeunes donc ils savent utiliser. Parfois, c'est même loin de là, et des fois, même les parents ou les instituteurs ont l'impression que, vu qu'ils connaissent et qu'ils sont là depuis, ils utilisent ces outils-là depuis plusieurs années maintenant, bah, qu'automatiquement, ils sont en capacité de tout comprendre de ce qui se passe dedans, de tout comprendre comment les utiliser et des dangers potentiels qu'il peut y avoir autour. Oui, c'était pas du tout dans le sens de ils ont forcément conscience des risques, c'est d'où la nécessité d'éduquer, parce que l'utilisation, elle est peut-être intuitive, mais les conséquences de l'utilisation et ce qui se passe quand ils sont en ligne n'est pas forcément. Julien, Corentin? Juste réinsister sur quelque chose que en fait, Corentin a évoqué un moment, qui est par rapport à la dimension collective. Une des choses qui m'a frappé dans les quelques fois où j'ai eu la chance de participer à l'enquête de terrain Adoprivacy, projet Adoprivacy, donc dans un projet de recherche qui a été coordonné par Sophie Géel, ici présente, et des enquêtes ont été menées à la fois auprès de jeunes, enfin d'adolescents dans les collèges, lycées de France et d'adultes de l'éducation nationale dans ces collèges, lycées en France. Par ces deux canaux, à la fois les adultes qui sont au contact de ces jeunes et quelques groupes de jeunes, ont quand même parlé d'un certain nombre de problèmes et de choses qu'ils vivent en fait au quotidien. Moi, la chose qui m'a le plus frappé, alors c'est peut-être pas ce qui est le plus présent quantitativement dans le corpus d'entretien, mais ça m'a beaucoup frappé, et donc depuis j'en parle régulièrement, c'est que certains jeunes ont dit que, en gros, la sursollicitation de leur attention par notamment les notifications, en particulier sur tout ce qui est groupe WhatsApp, etc., qui est un usage qui s'est beaucoup développé, y compris par rapport à des formes plus classiques de réseaux sociaux, voire de forums, où finalement il y a des fils de discussion sur lesquels on peut revenir, sur lesquels il y a moins cette injonction à l'immédiateté. Cette multiplication des notifications jusque tard dans la nuit, y compris sur des usages considérés comme très légitimes, par exemple les groupes classes. Ça, c'est l'exemple typique de l'usage légitime des réseaux sociaux dans l'éducation nationale. C'est le groupe classe où on parle de choses sérieuses et très bien, les devoirs à rendre, les révisions pour les examens. Alors pas que, il peut se passer d'autres choses, mais il se passe aussi ça, et ça c'est vraiment très bien. Sauf que c'est pas forcément très bien quand, à 22h30, 23h, au moment où enfin on commence à ne plus trop sentir peut-être le stress de l'examen qui va avoir lieu le lendemain matin, là il y a un ping et on regarde le téléphone et on voit il y a quelqu'un qui demande « Ah, au fait, je viens de me rappeler qu'il y a un examen demain, dites, c'est quoi qu'il faut réviser pour demain ?» Et là on se dit « Zut, je commençais enfin à me détendre ». C'est un exemple un peu bête, mais un peu du quotidien, qui montre comment est-ce que ça s'immisce dans un espace très privé qui est en gros dans ma chambre, dans mon lit, sous les couettes, et puis il y a ce truc qui fait bip et qui me rappelle qu'il y a ce truc stressant demain matin. Et il y a aussi donc quelques jeunes, j'ai pas participé à beaucoup de focus group, mais aussi un certain nombre d'adultes qui nous ont dit que, par exemple, en tant que profs principaux, ils avaient ils voyaient que ça pouvait générer de la gêne chez un certain nombre d'adolescents. Le problème, c'est comment gérer ça, parce que les personnes qui souhaiteraient désactiver ou quitter ces groupes ou ne s'y impliquent plus vont être pénalisées, ne seront plus au courant d'un certain nombre d'informations importantes et devront se retrouver dans des situations un peu aux marges. Ce qui signifie que ça ne suffit pas qu'il y ait des individus qui prennent conscience d'un certain nombre de problèmes ou de préférences, de se dire moi finalement j'aimerais bien être un peu plus tranquille, j'aimerais bien avoir un peu moins cette obligation d'immédiateté, etc. Mais c'est aussi de savoir comment former et éduquer à l'action collective en fait, et à des décisions collectives et à ce type de choses. Ce qui n'est pas forcément ce à quoi, y compris d'ailleurs même à l'université, nous sommes très forts. On n'est pas très bon pour former, je trouve, dans l'action collective ou le travail de groupe.
Corentin, tu souhaites rajouter des petits éléments? Non, juste pour rebondir là-dessus, l'université dans laquelle je travaille, elle a une université sœur du côté néerlandophone, et typiquement sur ce sujet-là, à un moment, ils ont décidé collectivement qu'on ne pouvait plus envoyer de mails en dehors des heures de bureau. Et en fait, c'est con parce que la technologie le permet complètement, mais effectivement, à un moment, c'est un truc où on se dit, bah, en fait, on pensait que c'était pratique, on pensait que c'était utile, on pensait que c'était super flexible, mais on préfère, alors peut-être pas éclater l'ordinateur, comme je disais, mais au moins s'auto-limiter dans une certaine mesure pour se dire, bah, finalement, notre confort de vie est meilleur. Alors, je ne sais pas en pratique comment ça donne. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que les trucs sont vraiment bloqués par le serveur? Ça, je ne sais pas. Ça mériterait d'être creusé. Mais sinon, oui, je pense que juste de façon générale, en fait, les questions d'éducation, ça nous force à nous poser la question, parce qu'on dit on va éduquer, mais on va éduquer quoi? On va leur dire quoi? Et je pense que juste à ce moment-là, on est obligé de se mettre un miroir face à nous-mêmes et se dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on est occupé à faire? Comment est-ce qu'on est occupé à utiliser ces outils? Enfin, c'est quoi un usage légitime, raisonnable, proportionné des technologies? Et je crois que ça peut nous aider forcément à nous questionner et idéalement collectivement sur qu'est-ce qu'on fait. Et pour finir notre temps d'échange d'aujourd'hui, tu commençais déjà un peu à en évoquer certains, Julien, au niveau même Katia, au niveau des actions qui peuvent être menées concrètement pour mieux comprendre et mieux se protéger face à la surveillance de masse, mais aussi face à la collecte des données personnelles. Peut-être, Corentin, au vu, je trouve ça intéressant que tu nous expliques aussi comment, avec Technopolis, vous faites justement, j'allais dire voyages, c'est pas des voyages, des promenades, justement dans les villes, afin de mieux comprendre l'utilisation des caméras de surveillance et leur positionnement, justement avec des publics, avec le grand public. Et peut-être que tu peux nous raconter un peu plus, et on parlera aussi de l'exposition, une partie de l'exposition qui est juste derrière, qui est aussi un autre outil pouvant être utilisé afin d'accompagner les publics sur ces questions. Je te laisse la parole. Mais donc, oui, effectivement, donc avec Technopolis, le but est de dénoncer et de s'opposer aux mesures de surveillance dans l'espace public. Mais la première étape pour pouvoir le faire, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui est occupé à se produire, qu'est-ce qui est occupé à se passer. Et souvent, il y a pas mal d'opacité sur tous les dispositifs qui sont utilisés. Donc la première étape, c'est de se renseigner. Mais quelque part, bon, si je stocke sur mon disque dur en local plein d'informations sur tous les dispositifs de surveillance, bah, ça nous fait une belle jambe. On ne peut pas en faire grand-chose. Donc, à partir de là, se pose la question de comment est-ce qu'on partage ce savoir, comment est-ce qu'on en fait une question politique. Et du coup, effectivement, une des choses qu'on organise, c'est de proposer des balades dans l'espace public où on va, en fait, cartographier les dispositifs de surveillance qui sont là. Donc ça veut dire que les gens qu'on invite, on va un peu leur raconter ce qu'on sait, mais on va aussi leur proposer de en fait, construire le savoir avec nous, et au travers de ces moments-là, de nous expliquer les différentes choses qu'on a trouvées, les nouvelles couches de logiciels horribles et flippants qu'on a découverts, et de susciter le débat. Et enfin, on vous promet que vous allez avoir le droit de poser des questions et de discuter avec nous d'ici quelques minutes. Mais l'avantage quand même d'organiser une balade, c'est que ça se fait beaucoup plus spontanément et que c'est beaucoup plus facile d'interrompre les gens, de leur poser des questions et de les faire participer que sous une forme de conférence comme celle-ci. Voilà, je crois avoir répondu. Évidemment, c'est une manière de faire, mais aussi ce type d'exposition. Alors là, c'est une petite partie d'exposition d'une artiste qui s'appelle Barbara Goblo. Donc c'est un visage découvert, qui est aussi un outil qui peut être utilisé justement avec les publics, quels qu'ils soient, pour amener la discussion, amener l'échange, le questionnement autour aujourd'hui de la cybersurveillance, mais notamment de l'utilisation de plus en plus des vidéosurveillance algorithmique dans les villes. Et notamment, ça soulève aussi les questions, comme on a parlé tout à l'heure, de la Smart City. Donc ça aussi, ça peut être des outils pour accompagner et échanger, et c'est important aussi d'avoir ce type d'outils-là qui sont mis en place par des artistes, par aussi des associations, là c'est en lien avec la Quadrature du Net, pour justement sensibiliser les publics à ces questions.
On va conclure du coup ce temps d'échange qui a été assez long mais très très intéressant, et je tiens à vous remercier vous trois pour déjà avoir répondu présent et présente à cette table ronde et d'avoir pu échanger avec nous sur les enjeux de la cybersurveillance aujourd'hui et surtout pour demain. On va pouvoir maintenant avoir un petit temps, je regarde juste l'heure, on a jusqu'à 18h dans la salle, donc on va avoir encore 20 bonnes minutes pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions à Katia, Julien et Corentin vis-à-vis de leur expertise sur la question, mais aussi vis-à-vis des échanges qu'on a pu avoir durant cette table ronde. Du coup, je vais laisser mon micro à Morgane pour qu'elle puisse se déplacer et que vous puissiez poser vos questions. Bonjour, merci. Je voulais juste savoir si, à partir du moment où on s'est mis sur Internet, par exemple, moi je me suis mis sur Internet, j'avais 10 ans, donc Google c'est tout de moi. Est-ce que c'est possible de faire un retour en arrière? Ou c'est fini, quoi? Je pense que c'est une question importante parce que beaucoup de monde se la pose. Plein de gens se disent ah mais non c'est bon, j'ai déjà mon compte Facebook, mon compte Google, mon compte machin, ils savent déjà tout de moi, donc il n'y a plus d'efforts à faire. Or moi je pense que c'est pas du tout le cas, parce que ce qui est intéressant par exemple en termes de publicité ciblée, c'est d'avoir des informations récentes sur vous. En fait, ce que vous faisiez quand vous avez 10 ans, ce qui vous passionnait à l'époque, enfin peut-être que vous êtes très kitsch, mais sinon a priori vous voulez plus acheter les mêmes baskets, vous voulez plus, enfin donc tout le profilage qu'on peut faire sur vous, si en fait aujourd'hui vous décidez de mettre en place des choses pour abandonner Google, abandonner Facebook, faire d'autres choses, ou au moins limiter la casse, au moins limiter la quantité d'informations, ça permet que le vous de dans un an, lui sera plus, elle sera plus anonyme et plus libre. Donc je pense qu'il y a toujours l'occasion de le faire, et comme on le disait aussi, il y a une question un peu plus collective qui est en fait, pour une série de personnes, c'est nécessaire de le faire, et puis on a envie de saboter le pouvoir de ces méga-structures, machin, et du coup, passer le pas, ça permet aussi d'accumuler du flux chiffré pour brouiller les pistes, etc., pour que les militants et les militantes qui ont besoin de faire ça pour s'organiser puissent passer plus discrètement, quoi. Donc il y a à la fois le côté plus individuel et puis la lutte plus collective qui peut avoir du sens d'être mis en place. Ah si. Enfin, alors, oui et non. C'est-à-dire que probablement non, dans la mesure où je pense que il doit y avoir pas mal de sauvegardes et que je ne sais pas comment est-ce que Google gère ses sauvegardes, probablement pas trop mal. Mais et aussi à partir du moment où on met des données en ligne, quand c'est des services comme je sais pas, Google, Facebook ou autres, Office 365, qui ont des grosses infrastructures, en général, ces données sont dupliquées dans pas mal d'endroits différents. L'idée étant d'éviter de faire comme chez OVH, de mettre toutes les données au même endroit, et du coup, quand il y a un incendie, tout disparaît. Mais ce qui fait qu'effectivement, la suppression totale de toutes les données, en fait, c'est rien que de suivre à la trace tous les endroits où des données vous concernant ont pu être stockées, transférées, copiées, modifiées, etc. C'est très compliqué. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il y a un certain nombre de données dont on n'arrive pas à obtenir la suppression totale, par exemple dans une vieille sauvegarde qui traînerait quelque part sur des serveurs et puis qui ne seront pas réutilisées de sitôt. C'est pas pour autant que c'est des données qui vont rester entre guillemets vivantes, c'est-à-dire qui vont pouvoir être utilisées pour faire du ciblage ou ce genre de choses. Et effectivement, la loi donne le droit à tout le monde d'exiger l'effacement des données, sauf s'il y a une exception qui s'applique. Par exemple, imaginons qu'un jour, quelqu'un ait l'intention de vous faire un procès, ça pourrait arriver, on ne sait jamais,
Vous n'avez peut-être pas envie que cette personne constitue un dossier pour ensuite déposer une plainte. Néanmoins, vous ne pourrez pas obliger cette personne à supprimer les données qui vous concernent parce que cette personne a le droit d'exercer ses droits en justice. Je prends un exemple, je ne dis pas que ça va nécessairement arriver, mais voilà, c'est le type de cas où vous ne pouvez pas non plus demander, par exemple, je sais pas, à une université de supprimer sans qu'il y ait la moindre conséquence, par exemple, toutes les notes des relevés de notes d'une scolarité, parce que sinon, en fait, ça empêche de délivrer, par exemple, un diplôme. Mais en dehors de ces cas de figure, évidemment, vous pouvez demander la suppression des données, mais voilà, c'est loin d'être quelque chose d'inutile ou d'impossible à faire. Mais c'est pas parce que c'est pas une suppression totale, parfaite, etc., que c'est pas une suppression pour autant. Et peut-être juste d'un mot rajouté sur le côté est-ce que c'est foutu. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que par rapport à la publicité ciblée, effectivement, vos pratiques peuvent évoluer, mais les obligations des plateformes aussi peuvent évoluer. Enfin, c'est ce qu'on a vu avec la loi sur les services numériques qui vient d'entrer en vigueur. Il y a encore quelques années, les plateformes n'avaient pas toutes ces obligations-là. D'où la nécessité aussi de se mobiliser collectivement pour faire évoluer aussi et renforcer les obligations des plateformes pour que voilà, les droits de chacun et chacune puissent être renforcés et protégés. Donc, c'est pas foutu. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, il y avait peut-être aussi un lien à faire avec toute cette dimension. Là, récemment, il va y avoir les élections européennes et on a la France et la Belgique un peu représentées ce soir. Il y a aussi une volonté, quand on a le pouvoir d'agir et donc de changer les réglementations, aussi d'aller se renseigner sur des organisations qui proposent en fait des recommandations auprès des politiques, des partis politiques qui aussi s'engagent sur ces questions-là et donc qui vont faire évoluer le législatif par rapport à la réalité. Bon, après, il est vrai que souvent, la réalité a de l'avance sur le législatif, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer collectivement de demander d'autres choses. Donc il y a la question de la transparence dont on a discuté tout à l'heure, qui peut être aussi très intéressante sur demander vraiment aux entreprises de rendre des comptes, qui elles vont voir comme élus politiques, quand elles font du lobbying, etc. Et du coup, ça peut être intéressant. Je voulais juste rajouter ça, parce qu'il y a un collectif qui s'appelle le collectif EDRI, qui est un peu l'équivalent de la Quadrature du Net qu'on connaît en France, nous, mais à échelle européenne, et qui propose certaines recommandations, donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir par là. Je laisse la parole à qui souhaite poser une question supplémentaire. Je voulais juste rajouter par rapport aussi à ce que tu évoquais, le rôle aussi, on en a parlé dans des plateformes numériques sur les discriminations, mais aussi le rôle qu'a pu jouer les plateformes numériques dans certaines élections, comme avec Donald Trump ou même avec le Brexit. C'est aussi important d'avoir conscience du rôle réel des plateformes numériques dans ce type d'élections, dans ce type de votes planétaires, mondiaux. Et exactement, on pourrait se poser la question potentiellement de l'impact que pourrait y avoir au niveau des élections européennes. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose ou te demander de développer, Corentin, puisque tout à l'heure, tu disais qu'il faut décider collectivement de ce qu'on va faire et tu parlais du libre. Et du coup, ça faisait potentiellement un peu peur. Je me dis, c'est chouette de préciser qu'il y a déjà des choses qui existent et des collectifs. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, parce qu'en plus, il y en a des Français. Très cool. Donc, on a des petits stickers ici de dégooglisons Internet, ouais, donc de Framasoft. Oui, donc je pense que effectivement, logiciel libre, ça peut faire très geek, hacker, je sais pas quoi. Si vous avez lancé Firefox, voilà, c'est du logiciel libre. Si vous utilisez Signal, c'est du logiciel libre. Même si vous utilisez WhatsApp, en fait, il utilise le logiciel de chiffrement développé par Signal, en tout cas, cette partie-là du logiciel est libre, pas le reste de WhatsApp. Donc ouais, en fait, le libre, il est partout. C'est des outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser à la question, franchement c'était un peu obscur, il fallait être plutôt motivé, mais du fait qu'il y a maintenant tout un tissu associatif, des gens qui en fait font des efforts pour rendre à la fois les solutions plus ergonomiques mais aussi plus accessibles. Enfin, ce que fait Framasoft, c'est principalement héberger des solutions qui sont développées par d'autres. Donc en fait il y a des outils qui sont là, disponibles dans les nuages, et hop, eux ils les rendent disponibles et accessibles à tous. Et puis il y a des gens qui, comme moi, passent leur temps à faire des permanences pour que, si on veut sécuriser ces communications, eh ben, on file des coups de main pour installer les outils, pour voir comment ils fonctionnent. Alors,
je ne sais pas si vous avez ça à Paris, ça a l'air un peu compliqué parfois, le milieu militant à Paris, mais en tout cas, souvent il y a des gens qui sont plutôt de bonne volonté, parce qu'un peu trop idéalistes, et qui du coup passent leur temps à filer des coups de main pour rendre tout ça beaucoup plus accessible, quoi. Et en particulier, du coup, par rapport aux associations, logiciels libres et tout ça, on peut quand même profiter d'être à Paris 8 pour mentionner le fait que l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, a été fondée à Paris 8 et que Paris 8 est donc du coup un des berceaux en France du logiciel libre. Même si je crois que depuis quelque temps, l'April ne fait plus son assemblée générale annuelle à Paris 8, mais pendant longtemps c'était dans la coupole à Paris 8 pour celles et ceux qui connaissent. Et surtout, il y a une chose que je voulais dire par rapport aussi, y compris aux deux questions en fait. Est-ce que ça sert à quelque chose de quitter Google, etc. par rapport à la suppression des données et quelles sont les alternatives et aussi, est-ce qu'il faut avoir peur des logiciels libres, de ces alternatives ou pas? Il y a un terme, je ne sais pas si il a la vocation à devenir un des nombreux buzzwords qu'on aime bien dans le domaine du numérique ou pas, mais que pour une fois j'aime bien, c'est Cory Doctorow qui parle c'est son mot à lui, de merdification des réseaux sociaux, enshittification. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avaient déjà entendu, ce terme. L'idée, et j'utilise le même vocabulaire que lui, mais parce qu'il est marquant, c'est de dire qu'au début, une plateforme, elle doit attirer du monde, donc elle doit proposer des services qui sont bons pour les utilisateurs. Ensuite, elle doit rentabiliser, donc elle doit proposer des services qui soient bons pour les personnes qui lui donnent de l'argent, donc les annonceurs ou autres, enfin tout dépend du modèle économique. Puis ensuite, elle va essayer d'optimiser et surtout d'optimiser la valeur, notamment pour ses actionnaires. Et donc on va essayer de jouer avec les algorithmes, etc., jusqu'à temps que on arrive dans une situation où, alors certains, David Chavalarias par exemple, un chercheur français, parle d'algorithmes toxiques qui font de la promotion de contenus toxiques et qui génèrent plutôt des émotions assez négatives pour les utilisateurs, ou Cory Doctorow qui parle plus crûment de contenu merdique et d'expériences merdiques pour les internautes. Et c'est pas très fun, c'est-à-dire que le Google, Facebook, etc., même TikTok, il y a un côté pas très fun et c'est pas forcément des émotions très positives qui sont associées dans les entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices qui viennent en fait. Et alors c'est vrai que parfois utiliser des logiciels libres c'est un peu plus compliqué parce que économiquement il y a aussi moins de gens pour débugger, etc., etc. Mais ça devient très vite, à mon avis, beaucoup plus fun. Et bah, je ne sais pas si d'autres personnes ont cette expérience. Peut-être dans la salle, vous avez d'autres personnes qui ont d'autres expériences à partager. Mais pour avoir maintenant pris l'habitude d'utiliser plutôt un univers de logiciels qui sont des logiciels libres sur mon ordinateur, etc., je n'arrive pas, et ce n'est pas un jugement de valeur de mon point de vue, mais je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse encore utiliser des trucs comme Windows ou Chrome OS ou ce genre de choses, parce que c'est oppressant, quoi. C'est horrible. Enfin, enfin, je parle même au niveau émotionnel, quoi. Et donc voilà. Donc je sais pas si là il y a d'autres personnes qui ont des expériences à partager là-dessus, mais pour parler aussi de trucs qui peuvent être fun, quoi, aussi. Et si on sort de ce monde que Cory Doctorow m'autorise, puisqu'il a conceptualisé la chose, de ce monde qu'on peut donc qualifier de merdique. J'en profite pour dire qu'au niveau du libre, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont motivés à développer beaucoup d'outils. Il y a aussi beaucoup de gens très rigolos, donc ils fondent des collectifs, par exemple le collectif des chatons, c'est le collectif des hébergeurs, alors comment je la fasse dans le bon collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et là-dessus, ouais, il y a des gens vraiment très sympathiques. Et donc, vous pouvez trouver pas mal d'alternatives, en tout cas, qui respectent un petit peu plus la question de la récolte des données et du droit à la vie privée. Donc, Framasoft, on en a discuté là aujourd'hui, mais qui peuvent, une fois que vous êtes sur Framasoft et dans la bulle Framasoft, vous pouvez découvrir tout un monde autour de logiciels libres. Et comme le disait Corentin, je pense qu'il y a quelques années, c'était
peut-être un petit peu compliqué d'y mettre les pieds. Aujourd'hui, il y a moins cette vision, en tout cas, contre l'ergonomie du logiciel libre, etc., où c'est quand même plus facile d'usage. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaitait partager sa petite anecdote sur le logiciel libre? Ou sur l'horreur des interfaces, enfin, je ne sais pas, mais par exemple, Teams, que vous avez déjà utilisé? Non, enfin, je sais pas, ça, moi j'en fais des cauchemars. Bref, bon, je quitte le domaine certes scientifique, etc. Mais comme la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut avoir peur ou pas peur, etc. de ces alternatives. Enfin, je veux dire, c'est un moment, c'est une question qui mérite, je trouve, d'être posée, quoi. Bref, donc je sais pas si ça suscite des réactions, mais merci. On peut s'arrêter là, sinon. Je vais laisser Alice avoir le dernier mot. Bah, du coup, merci encore à tous et à toutes d'avoir répondu présents et présentes ici au sein de l'Université Paris 8. Encore merci à vous trois et on va pouvoir continuer aussi à échanger par la suite sur ces différentes questions, notamment avec l'arrivée des JO. Je pense même que ce serait intéressant que vous alliez regarder un peu ce que peut faire justement Technopolis ou Amnesty et les travaux aussi de Julien sur les questions de cybersurveillance et de surveillance, et notamment en lien avec tout l'aspect des plateformes numériques, la Smart City, etc. C'est intéressant. Je tiens aussi à parler de ce que nous on fait au sein des CMA. D'ailleurs, on a travaillé avec les personnes qui sont aussi présentes sur un parcours de sensibilisation qui vise à accompagner les jeunes justement à adopter de meilleurs comportements en ligne et niveau sécurité, et de leur permettre de comprendre c'est quoi la cybersurveillance à travers différentes activités qu'on peut porter à travers des jeux, à travers des temps d'échange, des ciné-débats aussi, avec l'utilisation de courts et moyens métrages justement pour accompagner les jeunes à discuter, à débattre, à questionner. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va être amené à être diffusé sur la plateforme numérique, la médiathèque numérique des CMA Yakamedia. Et donc, vous pourrez aussi retrouver Julien, Katia, Corentin sur ce parcours en vidéo qui apporteront aussi plus d'éléments à ce qui vient d'être déjà débattu aujourd'hui. Encore merci et puis bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et peut-être à très vite. Merci pour l'invitation.